Quand t'as galéré pendant 5 ans à gagner de l'argent, tes potes se disent mais qu'est-ce qu'il branle sur internet ce gars? T'as un peu envie de prouver aux autres, ça y est j'ai réussi, je gagne de l'argent, billet en business class. Il y a un pote à moi, c'est le premier truc qu'il m'a répondu, c'est top, fais attention que ça te monte pas à la tête. Pour moi c'était une réussite et tout de suite la mentalité française c'était de dire oulala là là, mais tu vas gagner de l'argent mais c'est mauvais, ça risque de te corrompre. Le pire c'est qu'il avait pas complètement tort, ça m'a un peu corrompu. Tous les jours, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent j'ai ouvert une assurance vie sous les conseils de mon banquier, ça fait 10 ans, j'avais placé 20 000 euros, aujourd'hui j'ai 18 000 euros quoi. Alors que la bourse ça fait x5. Le banquier, il sait lui qu'il douille les gens. On vit dans un monde tellement incertain, des technologies qui évoluent tellement vite, peut-être que dans 5 ans, les cartes auront été complètement rebattues. J'ai quand même l'impression que c'est les big tech qui vont continuer de dominer, Google, Apple, Meta, et qu'avec l'IA, elles ont déjà plié le game. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir dans des vieilles boîtes chiantes ? Moi j'ai une stratégie peut-être un peu parano. Bon, après si la société s'effondre, ton patrimoine on s'en fout quoi, tu seras plus préoccupé de ce que tu vas bouffer ce soir. Et j'ai un pote comme ça, un peu comme toi, qui est de nature un peu plus pessimiste et un jour il vient me voir et il me dit en fait, faut acheter un fusil. Un total débutant, il a débranché son cerveau et branché ChatGPT à la place. L'IA, elle doit pas penser à ta place, elle doit t'apporter toutes les informations nécessaires pour que toi tu puisses prendre une décision éclairée. T'es tellement habitué à avoir des réponses directes et quelqu'un qui te comprend. Comment tu gères ensuite derrière des relations humaines qui sont lentes, sont chiantes, sont compliquées? Ça va partir à fond dans la dystopie. Quand tu pourras acheter une femme robot dopée à l'IA, une bombe atomique, le plouc au fond de sa campagne, aucune femme ne veut de lui, il est moche, il est gros, tu crois qu'il va essayer de faire des efforts pour se faire aimer d'une femme? Bah non, il va prendre le robot. Roman, bienvenue sur la chaîne YouTube, bienvenue dans le podcast. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, je m'appelle Roman Paillet, j'ai 31 ans maintenant et comme Emilio, je suis un dinosaure du web puisque j'ai commencé du coup les business en ligne en 2012. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais j'ai fait plein de business différents. Donc au début du blogging, ensuite j'ai fait de l'e-commerce, du consulting et depuis 2020, je fais du conseil du coup financier. Enfin, je recommande en fait à mes clients comment trouver les actions les plus performantes en bourse et c'est ça que je fais depuis 2020. Et ouais, gros parcours et plein d'apprentissages. Et un peu comme Emilio, on a eu pas mal d'évolutions et notamment la partie SaaS aussi qui s'est développée depuis peu. On s'était rencontrés à Bali en 2018, c'était quand tu faisais le consulting. Après ça, tu as eu une période de burn-out. Ensuite, tu as lancé la méthode Trident, c'est ta formation sur la bourse d'ailleurs. Je t'ai accompagné sur les premiers lancements en affiliation. On a fait ça ensemble au début, c'était cool. Est-ce que tu peux peut-être nous retracer les étapes de ton parcours avec un peu plus de détails? Quel business est-ce que tu as testé? Ouais, déjà, il faut que je te dise merci parce que en vrai, la méthode Trident, ça n'en saurait pas ce que c'est aujourd'hui sans toi. J'ai l'impression que ça a vachement fité avec ton audience, que vraiment, il y a eu un truc où, en fait, alors qu'on se disait ça marchera pas forcément, même toi, je crois qu'à l'époque, tu me disais, bah, peut-être les gens, ça va pas les intéresser, le côté dev perso, le côté bourse. Et en fait, ça a super bien fité et ça a vraiment permis de la faire découvrir. Et en effet, ouais, pour retracer le parcours, 2012, un peu comme toi, sortie de fin d'études, je commençais à me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse plus tard, tu vois, un peu perdu. Mes parents me disent, bon, il faut quand même que tu continues tes études. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je pars un peu sur une école de commerce, un peu par défaut. Je me rends compte sur place que c'est nul, enfin, vraiment qu'il n'y a que des fils à papa. Donc, je fais un espèce de bachelor, tu vois, je voulais pas faire la prépa, tu sais, qui était vachement compliqué. Donc, je pars sur un truc où direct, tu rentres dans l'école de commerce. En fait, j'étais à la recherche de concret. Sauf qu'en fait, même en école de commerce, directement après le bac, c'était pas concret. En fait, il y avait beaucoup de théories, un peu pompeuses. Et le jour où j'ai réalisé en fait que le but de l'école de commerce, c'était de travailler en costard pour L'Oréal, travailler à la défense, tu vois, et de se lever tous les matins, etc., métro, boulot, dodo, je me suis dit non, c'est vraiment pas ça que je veux. Et en fait, en parallèle, un peu par hasard, j'avais découvert le monde du développement personnel sur Internet. Je pense que ça a commencé, tu vois, si je retrace ça, ça a même commencé au collège. Au collège, j'étais pas très joli physiquement. Je sais pas si toi, tu faisais partie aussi des gens de la classe qui étaient un peu dans le fond de la classe et qui n'étaient pas très populaires. En tout cas, moi, c'était le cas et j'étais un peu même, tu vois, bouboule. Et c'est comme ça que, en fait, sur Internet, j'ai commencé à chercher notamment des conseils sur la séduction. Tu vois. C'est le premier, je pense, que c'est le premier truc qui m'a fait rentrer un peu dans les conseils en ligne. Et donc, j'ai regardé 2-3 gars comme ça. Et de fil en aiguille, je suis arrivé au début la séduction, puis ensuite, comment gagner de l'argent sur Internet, quoi, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, donc en fait, on peut gagner de l'argent en ligne. Et c'était vraiment les tout débuts du blogging, tu vois. Olivier Roland, Cédric Anissette, il y a 2-3 mecs. Ouais. Et, avec mes blogs, j'arrivais à gagner de l'argent. Et donc moi, vraiment, tout jeune, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi, de pouvoir gagner de l'argent. Et c'était, faut bien se remettre en 2012. Hein. Vraiment, personne, enfin, tu disais que tu gagnais de l'argent en Et ligne. même sur YouTube, il y avait personne à cette époque-là, ça n'existait pas les infopreneurs sur YouTube.
YouTube, c'était vu comme en fait une plateforme où tu mettais des vidéos, un hébergement de vidéos, tu vois. Mais personne utilisait YouTube pour presque regarder les vidéos ou découvrir des vidéos, quoi. C'était vraiment, à la limite, tu filmais une vidéo, puis ensuite tu la mettais sur ton blog. Tu vois, donc c'était, ouais, Hmm. non, franchement, mais ça m'a beaucoup appris parce que du coup, j'ai commencé à créer mon propre blog. J'ai pris une formation qui a été financée par mon père. J'ai eu beaucoup de chance parce que je lui ai un peu sorti les arguments en lui disant, OK, j'accepte de faire les études, mais finance-moi cette formation sur le blogging parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus concret. Et ça m'a en effet appris beaucoup plus. J'ai installé un autorépondeur, créé un blog sur WordPress. Donc, c'est des trucs un peu techniques, mais tu apprends un petit peu à faire. Et au début, tu vois, j'ai commencé avec une passion que j'avais à l'époque qui était la gymnastique, l'acrobatie. Donc, le blog s'appelait saltoarrière.fr, je pense qu'il existe encore. Et donc, je partageais des petits conseils pour faire des figures, quoi. Donc après, tu es passé sur le e-commerce, tu as fait énormément d'argent, ça a cartonné pour toi, sauf que tu as tout claqué, si je dis pas de bêtises, tu as commencé à flamber, à prendre des billets d'avion en première classe, des hôtels 5 étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, donc en gros, le blogging, ça a été une période assez difficile, tu vois, parce que pendant, on va dire, 4-5 ans, je gagnais pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé, ce qui m'a beaucoup aidé et que je recommande aux auditeurs, c'est que si vous êtes dans une période où vous galérez un petit peu à faire fonctionner votre activité, pour moi, le mieux, c'est d'aller bosser pour des gens pour qui ça fonctionne déjà. Et moi, je suis allé notamment faire des stages, typiquement pour Cédric Anissette, par exemple, et ça m'avait vachement appris, tu vois. Il m'avait donné quelques missions et donc tout d'un coup, j'avais vraiment dans les mains, dans les clés d'un vrai business, quoi. Comment tu t'étais débrouillé pour avoir ce stage? Tu sais, c'est en école de commerce, tu as un stage de fin d'année qui est obligatoire. Et, Ouais. euh, et tous mes potes, ils allaient faire un stage. Tu sais, j'étais à Clermont, donc ils allaient faire des stages chez Michelin ou Devred, tu vois, en tant que vendeur dans un magasin. C'était un stage ouvrier, normalement, tu vois. Et moi, j'ai un peu filouté. J'ai dit, je vais faire ouvrier pour un blogueur. Et en fait, c'était 100 fois plus Ok. intéressant parce qu'au lieu d'être dans une grande structure où tu es complètement écrasé et tu n'apprends rien, là, j'étais dans une toute petite structure. J'étais le premier employé de Cédric, tu vois. Limite, c'était le tout début de son business de blogging. Et du coup, il m'a tout de suite confié des tâches intéressantes, tu vois, genre, OK, tu vas rédiger un email, OK, tu vas envoyer un contrat, OK, tu vas demander au designer. Et donc, j'ai appris plein de compétences qui m'ont ensuite servi pour développer mon propre activité parce que je me rendais compte, en fait, et je pense que toi aussi, tu as dû réaliser ça, l'infoprenariat, c'est dur comme premier business. Tu as tellement de choses différentes à gérer, tu vois, il faut vraiment, tu es le chef d'orchestre. Il faut apprendre le marketing, il Hmm. faut apprendre les outils, il faut savoir qu'est-ce que tu vas vendre, il faut passer tu sais, qu'on appelle ça le paradoxe quand tu as peur de vendre. Enfin, il y a énormément de choses à surmonter. Ouais, et puis la roue de hamster de la création de contenu aussi, il faut tout le temps alimenter, alimenter. Et c'est vrai que tu peux vite faire un burn-out créatif et avoir tout à gérer en même temps. C'est vrai que c'est difficile. On s'en rend pas compte vu de l'extérieur, mais il faut vraiment être sur tous les fronts à la fois. Heureusement, aujourd'hui, avec l'IA, on peut de plus en plus automatiser certaines choses. Mais à l'époque, ouais, il y avait pas tout ça, donc c'était à la main. Mais franchement, moi, les premières vidéos, c'était à la GoPro, un peu à l'arrache, et ça faisait pas beaucoup de vues. Après, le premier produit, je crois que j'avais vendu ça 37 euros pour 4 mois de formation, tu vois. Donc, tu as peur de proposer un produit payant. Donc, voilà, tu t'engages sur des grosses formations que tu n'arrives pas à tenir. Enfin, bref, le fait de bosser avec quelqu'un, ça m'a beaucoup appris. Et tu vois, j'ai commencé après, ça allait un peu mieux. Donc, j'ai commencé enfin à me tirer, on va dire, un peu d'argent de poche avec mon blog. Donc, c'était encore vraiment des périodes difficiles. Et à ce moment-là, j'étais un peu frustré parce que j'avais pas beaucoup de succès. Et j'ai découvert l'opportunité de l'e-commerce. Et en fait, l'e-commerce, ça a été pour moi une révélation parce que je me suis dit, en fait, tu n'as plus du tout à t'occuper du produit qui était toujours compliqué et moi qui me prenais beaucoup la tête, sachant que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Le produit, il existe déjà. Les gens, ils veulent déjà l'acheter. C'est juste du marketing. Donc, c'est juste mettre le produit qui fonctionne devant la tête des gens qui sont intéressés. Et typiquement, j'ai suivi une formation. Il y a un mec qui disait, voilà, vous pouvez attaquer différentes niches. Il faut juste que votre site e-commerce ait une niche. Et moi, je suis parti sur la niche des chats. J'avais une copine qui aimait beaucoup les chats. C'est ma chérie encore aujourd'hui. On est ensemble depuis 10 ans et elle aimait beaucoup les chats. Et donc, c'était un peu ma muse. Je me suis dit, OK, je vais faire un site e-commerce sur les chats. Et ouais, j'ai pris des produits sur les chats. Je mettais de la pub Facebook. C'était un peu 2016. C'était un peu la période un peu facile dans le sens où tu mettais 10 euros de pub et tu avais 30 euros qui ressortaient derrière dans la machine. Alors, tu n'avais pas les marges Ouais. parfaites, mais j'ai pu vraiment scaler ça très rapidement par rapport à l'infoprenariat, puisque là, j'avais vraiment un bouton, il suffisait que j'augmente les budgets et j'augmentais mon chiffre d'affaires. Donc, ça a été les premières fois où j'ai enfin gagné de l'argent. Et comme tu l'as souligné, il y a eu un peu un effet, tu sais, quand tu as galéré pendant 5 ans à gagner de l'argent, que tout le monde te dit un peu, tes potes se disent, mais qu'est-ce qu'il branle sur Internet, ce gars et tout. Tu as un peu une espèce de revanche par ego où tu as un peu envie de prouver aux autres, je pense, que ça y est, j'ai réussi, je gagne de l'argent. Et donc, je suis tombé un peu dans le truc, pas tellement des grosses voitures ou quoi, mais tu vois, billets en business class. J'étais un peu dans une mentalité, ça y est, maintenant, je suis un entrepreneur.
je me souviens, j'avais envoyé une photo, un screenshot à mes potes en mode, ça y est, je suis un smicard de journalier, tu sais, parce que je faisais 1 000 € par jour avec mon site e-commerce. Waouh. En fait, Ah ouais, pour leur mettre la rage. Vous avez pas cru en moi, bande de rageux. Maintenant, regardez. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, mais je t'avoue, vraiment. Et je pense que, tu sais que la première, d'ailleurs, trop drôle, il y a un pote à moi, tu sais, le premier truc qu'il m'a répondu, je me souviendrai toujours, il m'a dit, c'est top, fais attention que ça te monte pas à la tête. Tu vois. Et je me souviens, ça m'avait vénère de fou parce que, tu vois, genre, pour moi, c'était une réussite. Et tout de suite, la mentalité française, ça a été de dire, ouh là là, mais tu vas gagner de l'argent, mais c'est mauvais, Ouais, ouais. ça risque de te corrompre. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas complètement tort. Ça m'a un peu corrompu, mais pas tellement par l'argent en soi. C'est plus que quand tu as galéré trop longtemps, en effet, après, en fait, quand tu commences à dépenser de l'argent pour prouver et pas pour vraiment toi, ce qui te fait plaisir, là, ça devient dangereux, quoi. Et les chiffres Moi, en j'ai eu. e-commerce sont délirants aussi. Il faut bien le préciser. Ouais. En infoprenariat, quand tu fais 1 000 €, tu gardes 800. En e-commerce, quand tu fais 1 000 €, tu gardes 200. Donc, des fois, tu vois ton. Ah oui, petit malin, ton SMIC journalier, c'était du CA, c'était pas du bénéfice, on est d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, en fait, c'était arrivé tellement vite et je galérais tellement à gagner, tu vois, 1 000 € à l'époque avec l'e-commerce que là, enfin, avec l'e-commerce, avec l'infoprenariat, que quand 1 000 € avec l'e-commerce est gagné rapidement, je me suis dit, oh, ça m'a un peu fait péter un câble, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup, la plupart du temps, tu le gères très mal. Et tu pètes un câble, comme tu dis. Tu sais pas ce qui t'arrive, t'as l'impression d'être le roi du monde. T'as ton ego qui s'amplifie fois 1000. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là de devenir un flambeur, d'acheter des fringues de luxe, de me la péter sur les réseaux avec des signes de richesse ostentatoires. Parce que je pense, j'ai eu une croissance assez progressive dans mon business. J'ai jamais eu ce moment où j'ai explosé du jour au lendemain. Ma première année, j'ai galéré. Je crois que j'ai fait quelques milliers d'euros. J'en vis même pas encore. Puis après 2017, j'ai eu une longue période où j'étais smicard. Je vivais de la monétisation YouTube. Je gagnais peut-être 1500 balles par mois. Et c'est à partir seulement 2018, là j'ai eu une petite période où ça m'est un peu monté à la tête, mais pas trop. C'est quand j'ai commencé à gagner 10 000 € par mois. Mais après, très vite, je me suis ravisé. Mais ouais, je pense que surtout quand tu es jeune et que tu as galéré toute ta vie, tu vois, moi quand j'étais étudiant, ouais, comme tout étudiant, je comptais mes centimes pour m'acheter un kebab, tu vois. Et donc là, quand en quelques années, tu passes sur Internet et tu fais beaucoup d'argent, ouais, ça peut rendre complètement fou. Tu montes en fait très vite ton style de vie et tu deviens un Ouais, ouais, peu. ouais, ouais. C'est Mais ça. ouais, Et le risque, c'est surtout si tu t'enlises dans le lifestyle inflation, ce qu'on appelle inflation du mode de vie, c'est quand tes standards de dépenses augmentent. Par exemple, tu vas prendre un loyer plus cher, tu vas prendre des habitudes de manger dans des restaurants beaucoup plus gourmets, etc. Et donc, ça va être très dur après de changer tes habitudes une fois que tu y prends goût. Et c'est un gros piège, ça. Mais je me suis perdu là-dedans, tu vois. Je pense, en fait, j'avais oublié qu'à la base, si je faisais du blogging, c'était pour la liberté. Et je pense que c'est le truc qu'on répète toujours, mais qu'on a tendance à oublier. C'était pas pour le lifestyle et tout. C'était parce que j'avais envie de choisir mes propres contraintes. J'avais envie d'échapper, en fait, à une vie où j'aurais été obligé de la subir, tu vois. Donc, c'était ça le goal. Et en fait, je me suis un peu enfermé moi-même dans une espèce de spirale. Et en effet, ça a commencé avec l'e-commerce. Encore, toi, tu as eu de la réussite plus tôt que moi. Tu vois, j'ai l'impression qu'en 2-3 ans, quand même, moi, vraiment, j'ai eu 4 ans de passage à vide, de traversée du désert, quoi, tu vois. Et donc, je pense que ça, quand l'e-commerce est arrivé, ça a vraiment été explosion pour moi. Ouais, ça accumule encore plus la frustration. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire une formation après sur l'e-commerce parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment faire. Je gérais mon site de e-commerce aussi, il y avait pas mal de boulot. Après, j'étais bon en publicité Facebook, donc je recevais aussi des sollicitations de la part d'infopreneurs qui voulaient que je fasse leur publicité Facebook. Mais en fait, c'est ça qui m'a causé le burn-out. C'est qu'en fait, j'étais dans une logique où toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et j'ai commencé à faire des contrats de consulting à 15 000 € par mois. Enfin, tu vois, en plus, c'était un peu à l'époque, en 2018, c'était un peu cette bulle du high ticket. Et du coup, je suis un peu rentré dedans. Et rapidement, en fait, au bout de… Voilà, ça a duré 1 an. Et à la fin, j'étais en mode, mais en fait, j'aime même plus ce que je fais. Enfin, j'avais tout perdu, tu vois. Parce qu'en fait, avec l'e-commerce, ce qui me gênait, c'est que je gagnais de l'argent, mais comme tu dis, déjà, je ne voyais pas forcément le business sur le long terme et je n'étais pas vraiment aligné avec ce que je vendais, tu vois. Il y a une règle qui est importante, je pense, c'est qu'il faut vendre les produits que toi-même… Ne vends pas des produits que tu n'achèterais pas toi-même, en fait. Parce que sur le long terme, tu vas finir par être désaligné et tu vas pas vraiment avoir… je pense que c'est important le truc de sens, tu vois, aussi là-dedans. Et tu peux gagner beaucoup plus, je pense, en étant passionné et en vendant un produit sur lequel tu es 100% aligné. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire la transition vers le consulting. Mais le consulting, encore une fois, business model très différent parce que tu as très peu de clients. Donc, tu es hyper dépendant de 1 ou 2 clients. Moi, j'avais surtout un client qui me payait du coup 15 000 € par mois.
Et du coup, quand tu n'as qu'un seul client, bah, en fait, le mec, s'il t'envoie un SMS le week-end et tout, bah, tu es obligé de répondre. Tu vois, tu te retrouves encore Mhm. un petit peu esclave. C'est une forme de salariat déguisé auquel je pense qu'il faut faire attention. Je pense que les gens qui ont des business comme ça ou d'agences ou tu vois, ils ont 2-3 gros clients, ils savent très bien de quoi je parle. Et du coup, ben voilà, moi j'avais pas suffisamment posé aussi des barrières, des contraintes par rapport à mon temps, par rapport à mes disponibilités. J'étais aussi quelqu'un de très perfectionniste et j'ai réalisé qu'en fait j'aurais mieux fait de faire tout ce boulot pour mon business plutôt que pour le business des autres. Parce qu'en plus je prenais énormément de. Tu sais, au début je disais je fais la pub Facebook, puis je me retrouvais à faire le tunnel de vente, puis je me retrouvais à préparer les webinaires et à la fin je me disais mais en fait je deviens un employé du gars, Ouais. quoi. Puis ton client, il est content, il voit que tu t'investis, il voit qu'il y a des résultats et il va pas dire non, lui. Et lui, il voit pas que tu vas faire burn-out. Et puis en plus, je lui donnais des garanties de fou, hein. Je disais 15 000 euros par mois, mais je disais on va faire 30 000 euros par mois de bénéfices. Et si on fait pas Ah 30 000, tu me ouais. payes pas, tu vois. Non, mais c'était un délire. Je faisais Ah des garanties de ouais. Ah résultats. Ouais, ouais. ouais. Je voulais vraiment une offre qui soit ultra sexy, tu vois. Mais tu m'étonnes que tu t'es mis une pression de malade. Comment tu peux supporter ça? Et le gars, dis-toi, il bossait dans l'immobilier, il y avait une formation, il en vendait pour 1 000 euros par mois. Et du jour au lendemain, on est passé de 1 000 à 50 000 euros par mois, tu vois. Donc il faut aussi imaginer Hmm. que son système, il va forcément casser, dans le sens où moi, je lui emmène une espèce d'artillerie lourde marketing avec des webinaires, de la pub et tout. Mais derrière, lui, en fait, d'habitude, il avait l'habitude de gérer 1 ou 2 clients. Il se retrouve avec une centaine de clients. Donc en plus, les clients ne sont pas forcément satisfaits. Et tout ça pour dire, je rejoins ce que tu as dit. Et c'est aussi pour ça le défaut dans le consulting, c'est que j'ai voulu très rapidement retrouver le même niveau de revenus que j'avais dans l'e-commerce. C'est pour ça que l'e-commerce, c'est aussi un piège, c'est que ça t'habitue en fait très rapidement à des résultats, notamment la publicité. Et je pense que c'est beaucoup plus sain de construire, comme toi tu l'as fait, un business step by step. Et c'est ce que j'ai fait finalement après, à partir de 2020, parce que tu construis des fondations qui sont solides, tu fais monter ton revenu progressivement, tu fais scaler tes équipes progressivement et t'évites le côté où tu scales à fond et tu détruis tout, ta santé au passage, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai eu un peu le même truc cette année avec le lancement de mon SaaS Tiny Pages, qui aujourd'hui commence à bien marcher. Mais quand on l'a lancé au début de l'année, moi, j'avais l'habitude des lancements de formation explosifs où en fait les gens ils achètent comme ça de manière impulsive sur un coup de tête. Et là, bah, je lance le SaaS, je pensais que ce serait pareil, mais pas du tout. En fait, vraiment pas du tout. Les gens au début, ils sont hésitants, ils attendent de voir. Aussi, ça s'adresse que à des entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne, donc la cible est beaucoup plus faible, beaucoup plus restreinte. Les gens, tu vois, ils sont un peu hésitants, ils se disent, bah, au pire, je rejoindrai plus tard. Et donc, ouais, ça a mis du temps, mais après, tu construis aussi quelque chose sur le long terme. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de construire un projet sur. Moi, Tiny PG, je dis, on est là sur les 10 prochaines années. On va construire quelque chose d'énorme, mais c'est pas grave si les premières années, ça fait moins d'argent que les formations. Là, ça commence à bien fonctionner. Mais voilà, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dessus. Et putain, qu'est-ce qu'on a charbonné. 2026, je pense que c'est l'année où on va commencer à scaler. Mais ouais, en tout cas, d'un business à l'autre, ça peut être très différent. Moi, je vais reprendre aussi les formations à côté du SaaS, un petit peu comme toi tu fais, parce que je pense que ça se complète bien. Mais d'un business model à l'autre, ça peut mettre beaucoup plus longtemps. Aussi, les contraintes, les problèmes sont pas les mêmes. On pourra discuter de ça parce que toi aussi, tu as ton SaaS. Ouais, et j'ai reçu, tu vois, il y a pas longtemps un mail de Alex Hormozy et je trouvais que c'était très bien. Il disait chaque business a une shape en termes de scaling. Et il disait la Mhm. formation, tu démarres très vite, très haut et ensuite tu stagnes. Parce qu'en fait, ta capacité à aller chercher plus de gens, c'est plus compliqué parce que c'est lié à ton image et du coup, c'est plus compliqué d'aller chercher une masse critique. Et il disait que Ouais, très vrai. justement, ça, c'est complètement l'inverse. Tu démarres très petit et ensuite tu exploses comme ça. Et du coup, les Ouais. deux combinés, c'est extrêmement puissant parce que finalement, la formation t'apporte la vache à lait, le cash tout de suite, le business lifestyle. Et le SaaS te permet de te projeter plus sur le long terme, d'avoir un impact plus important sur plus de personnes. Et c'est extrêmement vrai. Il parlait de l'e-commerce aussi qui fonctionne sous forme de palier. C'est assez vrai. J'ai des potes qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu scales en e-commerce jusqu'au moment où tu peux plus recevoir assez de commandes, où tu as des bottlenecks au niveau marketing. Et donc, tu stagnes pendant un moment, puis tu remontes en palier, etc. Et l'e-commerce, c'est vrai. Tu peux monter d'un coup d'un seul. Tu peux faire x3 sur ton chiffre d'affaires si tu as, on va dire, les ressources et tout. Donc, je pense que c'est important et c'était un peu la morale de son email, c'était de dire de bien comprendre les tenants, les aboutissants d'un business. Et comme tu dis, si tu lances un SaaS en espérant que tu vas être riche au bout de 6 mois, tu vas être déçu. Et si tu vends de la formation et que tu espères que ça va scaler, tu vois, à des centaines de millions, tu risques d'être déçu aussi. Donc, il faut aussi connaître, tu vois, les forces et les faiblesses de chaque business. T'as que Alex Hormozy qui a fait 100 millions sur un lancement avec son dernier livre, là. Sinon, personne, hein. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et c'est ça. Après, il faut vraiment avoir une méga brand. Tu as Tony Robbins, tu as 2-3 gars comme ça qui arrivent vraiment dans l'infoprenariat à Hmm. gagner beaucoup.
Mais c'est sûr que c'est compliqué et je pense que la majorité, enfin moi j'analyse beaucoup de grandes entreprises en bourse et les entreprises, c'est pas des, voilà, elles ont pas des, les grandes entreprises n'ont pas une tête d'affiche quoi. C'est beaucoup plus, Ouais. un produit qui est sous forme de logiciel quoi. On va avancer sur ton parcours. Donc, ensuite, après le consulting, tu fais un burn-out et finalement, tu lances ta chaîne YouTube Romain Payet sur la bourse. Et donc, tu fais des vidéos, ça commence à marcher petit à petit. Tu parles d'investissement dans les actions à dividendes et tu lances la méthode Trident. Et donc, la méthode Trident, pour expliquer, c'est une formation par abonnement annuelle. Et quand tu l'as lancée, moi, je l'ai acheté parce que justement, je crois que c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Septembre 2020, ouais. Septembre 2020. Moi, je l'ai acheté parce qu'à ce moment-là, je m'intéressais aussi à la bourse. Ça faisait longtemps que je voulais commencer à apprendre à investir. Et donc, ça tombait à pic pour moi. Et j'ai trouvé la formation super. Je regardais aussi toutes tes vidéos sur YouTube. Et voilà, j'ai vraiment apprécié la qualité pédagogique. Et c'est avec ça que je me suis lancé. Et donc, ensuite, on a fait de l'affiliation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement qui t'a amené à lancer cette offre-là? Quels sont pour toi aussi les avantages de ce modèle à abonnement? Pourquoi tu n'as pas fait un peu comme tout le monde une formation que tu vends en one shot? Toi, tu as voulu faire quelque chose de récurrent? Ben, en gros, tu as bien expliqué le truc. Donc, fin 2018, je fais un burn-out à cause du consulting. J'arrête tout avec mes clients. 2019, pour moi, c'est une année de reconstruction. Donc, je m'étais déjà expatrié en 2016 à Malte. 2019, je pars à Maurice. Et là, je prends le soleil, je me pose et j'essaie de réfléchir le long terme, etc. Je refais un peu d'e-commerce, tu vois, pour faire rentrer un peu des sous parce que j'ai plus du tout d'activité. Mais je garde dans l'esprit, voilà, 2019, je me reconstruis et fin 2019, je décide de lancer cette chaîne YouTube où je me dis, ça y est, tu vas retourner à ton amour premier qui est l'infoprenariat, partager ce que tu as appris avec les gens. Et en fait, en 2019, ça fait du coup quasiment 10 ans que je suis sur le web et j'ai appris plein de choses, notamment comment gagner de l'argent, mais aussi comment l'économiser et aussi comment l'investir. Parce que j'avais commencé d'investir à peu près en 2018. Donc, ça faisait 2 ans que j'investissais. Ça faisait, on va dire, 2-3 ans, pareil, que je essayais de faire attention de ne pas tout claquer. Parce que c'est aussi ça la grande leçon avec l'e-commerce. Et ça faisait plusieurs années que j'avais appris à gagner de l'argent avec les business en ligne. Donc, je lance cette chaîne, pas forcément bourse, tu vois. C'est plus en mode, je vais partager mes astuces pour gagner plus d'argent, économiser et investir, qui sont pour moi les 3 piliers pour s'enrichir sur le long terme. Et un peu coup de chance, moi, le sujet qui me passionne le plus en ce moment, c'est la bourse. Je pense que les gens le ressentent. Et les vidéos qui marchent le mieux, c'est justement quand je parle un peu de mes investissements en bourse. Et j'ai un peu un coup de chance dans le sens où c'est en mars 2020 où il y a le Covid. Et là, tout le monde se lance un petit peu justement dans l'investissement en bourse. Et donc, j'ai une vidéo qui pète, la première vidéo de la chaîne. Je faisais plusieurs vidéos, tu vois, qui faisaient 500 vues. Et là, il y a une qui fait 30 000 vues. Et donc, il suffit d'une vidéo sur YouTube qui fonctionne comme ça. Et après, forcément, l'audience que tu attires, c'est des gens qui sont intéressés par ça. Et du coup, après, j'ai voulu approfondir ça. J'ai voulu expliquer ma stratégie et tout ça. J'étais encore jeune, novice, donc je ne me suis pas pris pour un pro, tu vois. Et je pense que c'est peut-être ça que tu as apprécié sur le côté didactique, c'est que ça faisait que du coup, depuis 2017 que j'investissais en bourse, donc ça faisait 3 ans en 2020. Et l'idée, c'était un peu de partager mes erreurs, les actions que je sélectionnais, quels outils j'utilisais. Et j'ai reçu pas mal de messages, de questions et tout. Et forcément, au bout d'un moment, je me suis dit, comment je monétise ça? Et je t'avoue que j'ai beaucoup hésité. Je me souviens à l'époque, je m'étais dit, au pire, tu fais que des vidéos YouTube et comme toi, tu vis de la pub YouTube. Ça aurait pu être une solution, surtout que le domaine de la finance, ça paye pas mal. Mais je me suis dit, tu as quand même envie, tu as une expérience de formateur et tu as quand même envie d'accompagner les gens de manière plus précise. Parce que tu sais, tu fais une vidéo sur un sujet, puis tu fais une vidéo sur un autre. Au bout d'un moment, les gens sont perdus. Et j'avais envie de structurer ça un peu sous forme de formation. Donc, je me suis dit, oui, je vais faire une formation. Mais j'ai aussi réalisé, et je pense que c'était un peu par rapport au secteur, je me suis dit 2 choses. Le business model de la formation, en effet, tu fais des sous quand tu la lances, mais après, il faut sans arrêt aller chercher de nouveaux gars. Et puis, la bourse, c'est tellement fluctuant que je me suis tout de suite dit, si je propose quelque chose, je vais donner régulièrement des infos pour dire aux gens, voilà ce que j'achète en ce moment, voilà ce que je vends en ce moment, voilà les actualités du marché. En fait, c'est un domaine qui change tout le temps. Et donc, je ne me voyais pas vendre une formation et dire aux gens, débrouillez-vous. Tu vois, moi, j'avais envie d'un truc concret qui m'aide concrètement. Et je me rendais compte que les outils que je payais aux États-Unis, notamment de suivi d'action et tout, c'était un peu ça. C'était des outils où il y avait quand même de l'actualité. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite proposé sous forme d'abonnement. Au début, je voulais proposer ça à 100 € par an, donc tarif vraiment pas trop cher. Et c'est ma chérie qui m'a dit, attends, mais 100 € par an, il suffit que tu tombes sur un relou qui te pose un peu des questions, ça va te coûter 100 € par an en support client. Donc j'ai dit, allez, 100 € pour la communauté, 100 € pour la formation et 100 € pour la mise à jour, les actualités. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce tarif de 300 € par an. Pour ça, la méthode Trident, 3. Alors, non, pas tout à fait, mais c'est vrai que c'est un chiffre que j'aime beaucoup, c'est mon chiffre favori. Et Trident, alors moi j'aimais bien le côté, tu sais, Poséidon, il contrôle les océans. Il contrôle les océans. Oui, toi tu utilises beaucoup aussi le triangle. Et il contrôle les océans avec le Trident. Et donc l'idée, c'était un peu de dire, vous allez pouvoir contrôler votre avenir financier, vous aussi avec la méthode Trident. Et Trident, c'était, et ça reste aujourd'hui la base de la sélection des actions, c'était, je veux des actions qui ont une forte croissance, une forte prédictibilité
et une valorisation raisonnable. Donc, tu sais, quand tu Ouais. analyses les boîtes, tu as la partie quantitative, donc les chiffres, qualitative, donc le business, et valorisation, le prix que tu payes. Tu peux nous dire rapidement quelle est la valeur aujourd'hui de la méthode Trident par rapport à, par exemple, juste acheter des ETF, donc des fonds qui contiennent par exemple les actions du S&P 500, qui est une stratégie passive, souvent recommandée, moi je l'ai recommandée par le passé. Qu'est-ce que tu apportes de plus que de l'investissement passif de base dans les ETF? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup gagné en popularité, les ETF. En fait, moi, à la base, donc la méthode Trident a évolué, comme tu l'as bien dit, c'est qu'à la base, moi, c'était acheter des actions pour avoir des dividendes sécurisés et croissants. Donc, au tout début, quand j'ai démarré en 2017, j'ai acheté des actions à haut rendement de dividendes, qui c'était de la bouse, et en fait, le dividende était coupé, donc c'est un gros piège, et c'est ça que j'ai un peu appris aux gens, en fait, à partir de 2020. Ça, c'était pas ta formation, ça, les actions de merde. C'était pas ta formation, faut le dire. Non, c'était les apprentissages que tu fais en 2017 quand Ouais. tu vois. En 2017, moi j'ai démarré, je me disais bon ben je veux du revenu passif, donc je vais aller chercher des actions qui versent 10% de rendement en dividende, tu vois. Et j'ai trouvé évidemment quand tu tapes actions à haut rendement, t'en trouves. Et donc j'avais trouvé notamment un service américain qui me conseillait des actions à haut rendement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi parce que tu gagnes 10% en dividende, mais le dividende il finit par être coupé, ton action elle chute de moins 50%, donc in fine tu perds de l'argent. Ensuite, je me suis dit, non, mais il existe des actions à dividende qui te versent un dividende de 3-4%, mais qui est beaucoup plus sécurisé. Et c'est comme ça que j'ai lancé la méthode Trident, donc des actions à dividende sécurisées. Le problème de ces actions-là, souvent, c'est que c'est des actions un peu matures et du coup, leur croissance est souvent inférieure au marché. Donc, même si tu as 3% en dividende, in fine, tu te retrouves souvent avec une performance finale qui va être autour de 6 à 7% par an, donc 3% par exemple du dividende et 3% d'appréciation d'action. Et quand tu compares ça au S&P 500 qui délivre entre 8 et 10, bah, en fait, tu te dis pourquoi je me fais chier à sélectionner des actions alors que je pourrais gagner mieux avec un ETF. Et c'est là que j'ai un peu fait évoluer ma stratégie. J'ai découvert qu'il y avait certaines actions qui permettaient d'avoir encore plus de rendement sans pour autant prendre plus de risques. Et c'est ce qu'on appelle les actions quality. Donc, c'est en fait les entreprises les plus qualitatives du marché. C'est les blue chips, c'est ça? Alors, non, blue chip, c'est justement la vision blue chip, c'est un peu plus les entreprises matures, bon père de famille, tu vois, Ok, mais ouais. qui ont une croissance qui est plutôt faible. Donc, à nouveau, le critère déterminant, et ça, je pense que c'est juste beaucoup de gens ne le comprennent pas, c'est que 90% de ce qui fait la performance d'une entreprise sur le long terme, c'est la croissance de ses bénéfices. C'est-à-dire que si tu achètes une action qui grandit en moyenne ses bénéfices à 5% par an, il y a beaucoup de chances pour que toi, in fine, tu te retrouves avec 5% par an. Peu importe le rendement en dividende, peu importe le prix que tu payes, sur un horizon long terme, c'est à peu près ce que tu vas obtenir. Et en moyenne, le marché, les entreprises, les 500 plus grandes entreprises du S&P 500 font grandir leurs bénéfices entre 8 et 10% par an. Comme par hasard, les ETF ont rapporté en moyenne entre 8 et 10% par an. Maintenant, moi, ce que je fais avec la méthode Trident, et c'est tout la recherche de ça, c'est d'aller chercher des entreprises qui sont capables de faire grandir leurs bénéfices 2 fois plus vite, donc c'est-à-dire entre 14 et 16% par an, et grandir 2 fois plus vite sans pour autant être, tu vois, plus dangereuse. Au contraire, là aussi, c'est une image qu'ont les gens. Ils se disent, si ça grandit plus vite, c'est forcément plus risqué. Non, tu as des entreprises qui grandissent plus vite, qui ne sont pas plus risquées. Je ne sais pas si on compare par exemple Visa à une entreprise comme Coca-Cola. Eh ben, Visa et Coca, pour moi, c'est deux entreprises qui sont très difficiles à déloger. Sauf que Visa grandit à 14% par an et Coca grandit à 6% par an. Et donc, le but, c'est d'aller trouver ces entreprises qui grandissent plus vite, mais qui sont extrêmement sécurisées. Et l'objectif, et c'est ça que je vends à mes clients, c'est d'obtenir une surperformance du coup par rapport aux indices. Et évidemment, maintenant, on commence à avoir un peu d'historique puisqu'on a lancé le portefeuille Trident, donc qui compare au S&P 500 en janvier 2023. Et tu vois, là, on a fait sur les 11 recommandations, enfin les 13 recommandations d'actions que j'ai fait, on est à 42% de performance contre 34% pour un MSCI World. Donc, tu vois, ça te fait un delta de 8 points en plus. Et ce 8 points en plus, ben, il te rembourse largement la formation, surtout si tu places voilà, des montants importants. Hmm. Voilà, là où j'ai une objection par rapport à l'investissement en bourse, c'est je me dis aujourd'hui, on vit dans un monde tellement incertain, avec notamment des technologies qui évoluent tellement vite avec l'IA. Pour moi, c'est très difficile de visualiser avec, disons, le maximum de certitude ou de probabilité la croissance d'une entreprise, dans le sens où peut-être que dans 5 ans, les cartes auront été complètement rebattues de par des disruptions technologiques qui sont en cours et on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller, comment ça va se produire. Comment est-ce que toi, tu anticipes cette incertitude-là, surtout dans la tech? Parce que dans le portefeuille Trident, il y a aussi des actions tech. Ouais, forcément. Alors, je pense qu'il faut, comment dire, déjà, moi, je ne suis pas dans une logique, j'achète et puis je laisse courir et on verra bien dans 10 ans. Tu vois. Le but, c'est de garder ces actions sur 10 ans, mais on va les surveiller. D'accord. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu as des projections
des analystes, etc. Tu peux voir que l'entreprise a, par exemple, très régulièrement battu les projections. Tu peux voir évidemment la solidité du business. Et moi, je ne crois pas. En fait, c'est des entreprises qui sont tellement implantées, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur l'analyse du business, des douves. Et quand tu te rends compte, je sais pas, tu prends une boîte comme Microsoft, quand tu te rends compte à quel point Microsoft est à l'intérieur des grandes entreprises et à quel point, en fait, c'est garanti avec des contrats qu'ils vont gagner de l'argent, que, en fait, tu te dis, la disruption, elle va se faire petit à petit. C'est pas un truc, tu vois, qui va tomber du jour au lendemain. Donc pour moi, on est sur des entreprises très sécurisées, ça ne s'effondrera pas du jour au lendemain. Évidemment, il peut toujours y avoir des crises, donc des baisses, mais attention de bien séparer. Tu vois, moi, ça ne m'inquiète pas de voir les actions chuter de moins 30%. Ce qui m'inquiète, c'est si mon entreprise, ses bénéfices chutent de moins 30%. Donc ce que je surveille surtout, c'est le montant de bénéfices. Et tu vois, les disruptions, tu les vois venir progressivement. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est que chaque trimestre, je vais analyser, par exemple, les résultats publiés par les entreprises. Et vraiment, je pense que ton manque de confiance, c'est parce que tu ne connais pas forcément ces business-là. Mais si tu t'apprends à t'intéresser, à creuser, à regarder à quel point ils sont puissants, je pense que au bout d'un moment, tu te dis, ouais, il en faudra beaucoup pour qu'ils soient disruptés. Et à nouveau, le but, ce n'est pas de tout miser sur un seul. Moi, je vise 12 entreprises, donc c'est quand même un portefeuille concentré. Mais sur mes 12 meilleures idées, 12 business qui opèrent dans quand même des industries qui sont différentes. Et donc, ce qui va faire mal à Microsoft fera pas forcément mal à SML, par exemple, qui est un fabricant de machines de semi-conducteurs. Donc, tu peux aller prendre tes pièces. Et l'idée étant de vraiment être sur des boîtes. Warren Buffett, tu vois, il dit souvent qu'il faut investir dans des boîtes qui ont des douves. La manière de le voir, c'est qu'il faut investir dans des boîtes qui ont des monopoles. C'est-à-dire des boîtes qui n'ont pas de concurrents. C'est-à-dire vraiment, il n'y a personne qui peut, par exemple, faire les machines que fait ASML. Et ces machines sont essentielles pour la fabrication des puces dans les semi-conducteurs. Donc, quand tu as trouvé un business comme ça qui est un peu complètement indispensable et qui va grandir naturellement avec la demande, une demande qui est poussée par plein d'éléments, pour moi, la disruption ne se fera pas du jour au lendemain. Après, moi, je suis 100% action et je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent diversifier ça avec, je crois que c'est ton cas, avec du Bitcoin, de l'or, d'autres classes d'actifs. Personnellement, j'ai un petit peu mis mes œufs dans différents paniers. J'ai des crypto-monnaies, j'ai pas mal d'or aussi, or physique, qui a beaucoup monté, ça a très bien performé récemment, je sais pas ce qui s'est passé. Je t'avoue que je suis vraiment peu les marchés, mais des fois je regarde, oula, ça a fait plus 30% le bordel pour de l'or qui est censé être quelque chose d'extrêmement stable et une valeur sécuritaire. J'étais bluffé. Enfin bref, du coup j'étais content. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques montres, j'ai du cash, j'ai des obligations, mais c'est surtout les actions que j'ai surtout dans mon portefeuille. J'ai à la fois des ETF et des actions Trident, donc que tu as recommandé. D'ailleurs, je recommande à fond ta méthode Trident pour apprendre à investir. Je mettrai le lien dans la description. Mais ouais, effectivement, moi j'ai une stratégie plus peut-être un peu parano où je me dis, bon, si jamais il y a vraiment une catastrophe sur la bourse américaine, au moins peut-être que j'ai l'or qui va contrebalancer, ou peut-être que si la société s'effondre, ce sera tout Bitcoin. Bon, après, si la société s'effondre, peut-être que finalement, ton patrimoine, on s'en fout, quoi. Tu seras plus préoccupé de ce que tu vas bouffer ce soir et comment pas crever d'ici la semaine prochaine. J'ai un pote comme ça, un peu comme toi, qui est de nature un peu plus pessimiste. Et un jour, il vient me voir et il me dit en fait, faut acheter un fusil. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment, lui, il était dans le truc, ouais, il faut acheter de l'immobilier, tu vois, parce qu'on pourra pas te le prendre. Et puis en fait, il dit, mais en fait, si l'État s'écroule, n'importe qui rentre et qui a un fusil, ben, ton bien immobilier, il est au gars qui a un fusil. Tu vois, en fait, moi, c'est ça qui me dérange un peu avec le problème ultra pessimiste, c'est qu'en fait, quand tu pousses le truc très loin, après, tu te dis, bah, en fait, comment tu vis? Tu vis dans un bunker et tout. Enfin, tu vois, moi, il y a ce côté un peu où, pour moi, faut pas pousser le pessimisme trop loin. Après, je comprends tout à fait et je pense que c'est hyper important d'avoir un portefeuille aligné avec ses convictions. Si tu as des convictions que le monde va pas très bien ou que les tensions géopolitiques augmentent, potentiellement avoir de l'or, c'est smart. Et d'ailleurs, l'or a très très bien performé récemment parce que justement les banques centrales souhaitent se dédollariser, donc sortir un peu des États-Unis. Et vu qu'il n'y a pas de monnaie qui remplace pour l'instant le sacro-saint dollar, eh bien toutes ces banques centrales, notamment chinoises, mais indiennes, etc., achètent de l'or parce que c'est un peu le seul truc qui fait consensus, on va dire, dans le monde. Mais là où je suis d'accord avec toi, et c'est ça qui est compliqué quand tu décides une allocation d'actifs, donc tu décides qu'est-ce que je mets en action, qu'est-ce que je mets en or, qu'est-ce que je mets en crypto, c'est que à une époque, on se disait les cryptos, par exemple, ça va te protéger des actions. Alors, en fait, ça marche avec les actions et quand il y a beaucoup d'euphorie sur les marchés, les cryptos montent très fort. Donc, finalement, ça ne te décorrèle pas forcément de la performance des actions. Pareil, l'or, ça dépend des périodes, etc. Les obligations, on a vu en 2022 que les obligations ont chuté en même temps que les actions. Donc, ce n'est pas forcément facile, notamment pour les gérants multi-actifs, ce qu'on appelle donc les gens qui gèrent justement des portefeuilles avec plusieurs types d'actifs, de trouver la répartition idéale. Et celle-ci, elle varie beaucoup dans le temps. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait
de mettre à fond sur les actions parce que j'y crois beaucoup et parce que je pense que les entreprises seront toujours là. Il y aura toujours le génie humain pour créer des nouvelles choses. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec les actions, c'est qu'indirectement, tu peux quand même t'exposer au crypto ou à l'or. Tu peux tout à fait acheter des entreprises minières ou tu peux acheter des entreprises qui opèrent. Tu peux acheter Coinbase qui opère dans le Bitcoin si tu veux. Ça reste des entreprises. Tu as des parts d'entreprise. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je comprends tout à fait cette valeur-là. Et le jour où la tech américaine, comme tu dis, s'écroule, moi, je ne serais pas inquiet. Au contraire, moi, je serais là, j'aurais dégainé le portefeuille et je serais ravi de pouvoir acheter des actions à des prix plus faibles aussi. Donc, c'est ça, en fait, c'est comprendre ce qu'on achète pour éviter de se faire dicter par les variations du marché et savoir la valeur de ce qu'on a vraiment, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aime avec les actions, c'est que contrairement à d'autres trucs comme l'or, où en fait, c'est hyper dépendant de la demande et de l'offre, les actions, il y a vraiment un sous-jacent, c'est les bénéfices des entreprises. Il faut vraiment le voir ça comme ça. C'est, imagine, tu as un kebab en bas de chez toi, tu viens de racheter le kebab. Ce kebab, il a des clients, il fait de l'argent. Et donc, toi, en tant que propriétaire, finalement, ce que les autres personnes en France pensent de ton kebab, tu t'en fous parce que ton kebab, il gagne de l'argent, tu vois. Et s'il y a une crise et que plus personne ne veut acheter des kebabs, mais que tes clients, ils viennent toujours et qu'ils achètent les kebabs, bah, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, à nouveau, moi, ce que j'invite toujours mes clients à faire, c'est à se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire les montants de bénéfices, de chiffre d'affaires, de retour sur investissement qu'obtiennent leurs actions. Et c'est ce qu'on propose justement dans l'App Trident, dans l'application qu'on a développée, plutôt que sur la variation de bourse qui va toujours bouger. En gros, les bénéfices d'entreprise, ça fait ça, et le cours de bourse, ça fait ça, quoi. En fait, ce que peu de gens comprennent, c'est que le pire investissement au monde, c'est le cash, c'est les euros, les dollars, tous ces bouts de papier qui se font défoncer complètement par l'inflation. Et moi, personnellement, je ne laisse dans la banque que ce que je suis prêt à perdre. Il y en a, ils disent moi, j'investis que ce que je suis prêt à perdre. Moi, je laisse dans la banque ce que je suis prêt à perdre. C'est tout. Sinon, par rapport aux actions, j'ai quand même ce sentiment. Alors, chez moi, je ne suis pas du tout un expert, donc c'est un sentiment, mais tu vas, toi, peut-être nous éclairer là-dessus, que sur ces 5-10 dernières années, même peut-être un peu plus, c'est vraiment la tech qui domine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le jeu, c'est dans la tech. Tu regardes des vieilles entreprises dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, ça ne performe plus. Et toute la croissance du S&P 500 vient de boîtes comme Meta, Nvidia, Google, Apple. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir dans des vieilles boîtes chiantes qui peut-être versent des dividendes mais qui ont des croissances très faibles du type Johnson & Johnson? Ou est-ce que c'est dans la tech que ça se joue maintenant? Parce que quand tu regardes l'historique récent, voilà quoi. Et puis, c'est pas que de la spéculation. Parfois, ça peut être de la spéculation quand tu vois le PE ratio de Tesla, par exemple, à des multiples de 200. C'est quand même assez délirant parce que Elon Musk te vend la vision sur la robotique qui n'est pas encore là. Mais après, il y a quand même des boîtes tech qui impriment du cash à une vitesse stratosphérique. Quand tu regardes Google, Apple, Meta, c'est des business énormes et qui continuent d'augmenter. J'ai l'impression que l'avenir est toujours dans ces big tech. Que déjà, alors d'un côté, tu as les boîtes chiantes, agroalimentaires, ce genre de trucs, et plein d'autres domaines, hein. Et puis après, tu as aussi les startups qui, elles, potentiellement peuvent faire beaucoup de croissance, mais il y a aussi beaucoup de risques. J'ai quand même l'impression que c'est les big tech qui vont continuer de dominer et qu'avec l'IA, elles ont déjà plié le game en quelque sorte. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens font le parallèle avec la bulle des années 2000, tu sais, sauf que ça n'a rien à voir parce qu'en fait, les top actions Internet des années 2000, c'était vraiment de la merde, tu vois, c'était des boîtes qui mettaient un point .com Ouais. derrière, elles n'avaient pas de bénéfices, elles avaient quasiment pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est un petit peu comme investir dans les startups d'aujourd'hui IA, ça, je les conseille fortement. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que même si le marché est très concentré sur la tech, il y a une raison, c'est que ce sont des boîtes formidables qui ont des super croissances, des super chiffres d'affaires. Et moi, j'en ai beaucoup. J'ai du Google, j'ai du Amazon, j'ai du Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on ne peut pas trop se passer de ce genre d'entreprise. Mais pour moi, c'est justifié par les fondamentaux. À nouveau, il ne suffit pas de se dire tout le monde en a, donc c'est de la merde. Des fois, tout le monde en a, mais il y a une bonne raison. C'est parce que c'est des entreprises qui fonctionnent très bien. Donc, il faut analyser. Et là où je pense que les gens se trompent, c'est que déjà, ils disent la tech, c'est trop cher. En prenant toute la tech ensemble, alors que tu vas avoir dans la tech des entreprises comme Tesla qui vont avoir des PER de 300 et des entreprises comme Google qui, encore il y a 6 mois, quand on le renforçait dans le portefeuille Trident, avait un PER de 15. Tu vois. Donc 15, c'est tu payes 15 fois les bénéfices. Tu vois. Donc 15 fois les bénéfices, ça reste très raisonnable pour une entreprise comme Google qui prévoit de faire grandir les siens à 16% par an. Et pareil, attention, Apple, par exemple, ça fait partie d'une des techs que j'ai vendues parce que je trouve que la croissance commence à ralentir. Donc, pour moi, c'est toujours une question de surveiller tout ça, tu vois, et de bien voir tu vois, au bout d'un moment, il y a quand même une certaine maturité qui atteint, hein. Je veux dire, on peut pas, voilà,
on peut pas dépasser les étoiles, donc il faut surveiller, etc. Mais c'est vrai que c'est des boîtes qui ont encore des croissances que je trouve intéressantes. À nouveau, tu vois, je t'ai cité par exemple Google à 16% de croissance. Apple, on est plutôt autour des 10. Donc pour moi, 10, c'est un peu insuffisant parce que c'est un peu trop proche du marché. Mais si tant que j'ai des croissances supérieures à 10 estimées, que je suis plutôt vers les 14-15, pour moi, c'est parfait. Et à nouveau, ce qui est génial, et tu l'as très bien expliqué, il ne faut pas se tourner du coup vers des startups qui ont plus de croissance mais plus de risques. Moi, je cherche plus de croissance et moins de risques. Ça paraît un peu impossible et pourtant, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, à nouveau, Google un PER de 15, forte croissance attendue et diminution des risques. Et c'est ça, en fait, le travail qu'il faut faire. C'est trouver des boîtes où il y a une décorrélation entre ces deux paramètres-là. Et c'est des fois des boîtes qui sont évidentes, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des boîtes, tout le monde connaît Google et pourtant, parce qu'en ce moment, le marché se raconte une histoire, notamment Google, beaucoup ont dit ils sont morts parce qu'il y a l'IA, il y a ChatGPT qui est arrivé, ça va les défoncer. Je me souviens que même toi, à l'époque, d'ailleurs, tu me disais non, Google, ils ne sont pas morts, il y a plein de choses qui ne dévoilent pas encore en public et tout. Et les 6 derniers mois t'ont vraiment donné raison parce que l'action a doublé de valeur juste parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de délivrer sur Gemini, par exemple. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, OpenAI sont complètement dépendants des investisseurs. Ils n'arrêtent pas de lever de l'argent pour se financer parce que OpenAI, c'est minuscule comparé à un mastodonte comme Google. Et Google, ils peuvent se permettre de cramer du cash à ce rythme parce qu'ils ont les fonds et pour eux, ils peuvent encaisser le coût de l'IA. Et aujourd'hui, quand tu vois que Gemini dépasse ChatGPT en termes de performance, c'est vrai que ChatGPT, ils ont quand même une meilleure expérience utilisateur, je trouve. Ils ont l'avantage d'avoir été les premiers et surtout d'être une marque très forte aujourd'hui dans l'esprit des gens. Tu prends le Pékin moyen dans la rue, tu lui dis IA, il pense ChatGPT, il pense pas Gemini ou il pense pas Anthropic. Après, il y a plusieurs segments de marché, par exemple Anthropic, Claude, il s'adresse plus à du B2B. Moi, j'utilise beaucoup. OpenAI pourrait tout à fait s'en sortir. Je pense qu'ils sont bien partis. Après, c'est vrai que ça va être comme les startups, c'est le défi, tu sais, de cramer du cash pendant combien de temps. Tu as plein de startups comme Uber, comme Airbnb qui ont cramé du cash pendant longtemps et qui aujourd'hui sont rentables. Je pense qu'ils vont s'en sortir, mais c'est vrai que ça va être difficile parce que contrairement à d'autres business où on va dire que le montant de cash était important à cramer, mais là, on est sur des montants, ils annoncent qu'ils vont cramer 300 milliards, enfin, tu vois, des montants qui commencent à devenir délirants. Et c'est vrai que si jamais il y a un ralentissement ou une monétisation qui ne se fait pas aussi efficacement, OpenAI sera beaucoup plus en difficulté que Google qui a toujours sa vache à lait avec le search, etc. Donc, c'est vrai que la manière de financer la croissance est beaucoup plus saine que des boîtes. Bon, OpenAI n'est pas coté en bourse, mais probablement qu'ils vont finir par le faire pour aller chercher encore plus d'argent. Voilà. Ah, d'ailleurs, c'est un des trucs qui me fait chier, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui sont géniales, qui ne sont pas cotées en bourse et qui sont énormes. Je pense à Stripe, je pense évidemment qui ne devrait pas tarder à être en bourse, mais SpaceX de Elon Musk, par exemple. Et c'est dommage de ne pas les avoir en bourse parce que je trouve que ça veut dire qu'il n'y a que les fonds de private equity ou tu vois, des trucs un peu privés qui vont pouvoir investir dedans. La bourse, c'est quand même génial de se dire je peux devenir propriétaire des meilleures entreprises du monde. Alors que dans n'importe quel autre domaine, je sais pas, dans l'immobilier, il y a des deals tu vois, qui sont faits à Las Vegas sur des superbes endroits. Toi, tu ne peux pas y participer. Tu n'as pas le capital, tu n'as pas les relations et tout. En bourse, c'est incroyable de se dire je peux, en un clic, devenir propriétaire, même si c'est petite partie, mais propriétaire d'entreprises qui sont juste exceptionnelles, quoi, tu vois. Et ouais, moi, je trouve que c'est une chance qu'on a trop tendance à oublier parce que maintenant, c'est acquis qu'on peut acheter n'importe quelle action avec un petit montant, etc. Faut retourner 10 ans en arrière et se rappeler qu'avant, il n'y avait que des produits avec d'énormément de frais. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui gardent leur argent sur des livrets A, sur des assurances vie, ou qui placent avec leur banquier leur prélève. Moi, tous les jours, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent j'ai ouvert une assurance vie sous les conseils de mon banquier, ça fait 10 ans, j'avais placé 20 000 euros, aujourd'hui j'ai 18 000 euros. Quoi. En 10 ans, j'ai perdu 2 000 euros, alors que la bourse, ça fait x5. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu penses que les banquiers, quand ils font des recommandations de placement à leurs clients, le banquier, il sait, lui, qu'il douille les gens ou pas, ou il croit à son bullshit? Je pense que le banquier lui-même, il investit pas. Donc, en fait, il n'en sait rien. En fait, le banquier, on lui a dit, il faut que tu vendes ça, quoi. Tu vois, aujourd'hui, un banquier, on lui demande de vendre des forfaits. Non, mais c'est terrible. Hein, c'est vraiment un métier. Je me dis, c'est dur. Il y en a certains, et tu vois, j'ai un ami, sa chérie est banquière, et elle trouve ça intéressant ce qu'elle fait parce qu'elle accorde des prêts à des petites boîtes, tu vois. Donc, il y a vraiment un savoir-faire. Et puis, sur le prêt, maîtriser, savoir combien tu peux prêter, etc. Ça, c'est intéressant.
quand tu es conseiller financier et que tu vends des forfaits téléphoniques et tu essaies de refourguer les produits. En fait, le problème, c'est que l'incitation est mauvaise. Tu vois, les mecs qui sont incités à vendre les produits de la banque, c'est pas sa spécialité. Donc, elle propose des produits, mais qui vont pas forcément être adaptés, qui vont être bourrés de frais. Bon, au bout d'un moment, je pense que les banques vont quand même se réveiller. Quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, le mastodonte qui est Revolut, qui pèse plus que la Société Générale, bon, bah, en fait, elles sont obligées face aux néobanques un peu de se dire, bon, va falloir qu'on fasse tu vois, du ménage là-dedans. Et il va y avoir de plus en plus d'investisseurs un peu do it yourself ou voilà, assez rapidement, j'ai des bases et moi c'est ce que je crois de plus en plus et ça va éviter de se faire allumer sur tous ces frais-là, quoi. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame quand tu écoutes un podcast, c'est que t'entends parfois parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable, ou une citation qui te retourne le cerveau, mais évidemment, t'as la flemme de sortir ton téléphone pour le noter. Et à la fin de l'épisode, t'as déjà tout oublié. Donc pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai créé une fiche pépite dans laquelle je rassemble tout et qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode avec les nouvelles pépites de l'invité. Tu peux la recevoir tout de suite, le lien est dans la description. Roman, j'aimerais bien qu'on parle de business en ligne aussi. Toi, tu as un modèle très intéressant parce que c'est du récurrent, comme tu l'as expliqué, c'est un modèle à abonnement. Moi, j'ai tendance à déconseiller aux gens de vendre de l'infoproduit en abonnement. J'ai l'impression que le churn, c'est-à-dire le taux de désabonnement chaque mois, est complètement énorme quand tu vends. Bah, tu sais, aujourd'hui, c'est la mode des communautés school, ce genre de choses. Euh, je pense que c'est beaucoup plus rentable quand tu vends de l'infoproduit de vendre des produits one-shot. C'est mon avis. Toi, tu es un contre-exemple. Pourquoi tu penses que toi, ça fonctionne là où pour beaucoup, on va pas se le cacher, c'est quand même très difficile de convaincre les gens de payer tous les mois pour de l'infoproduit. Et généralement, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils veulent faire des économies, t'es le premier truc qu'ils vont couper. Parce que c'est pas une priorité pour eux, voilà, c'est pas essentiel. Mais toi, tu as réussi à construire un très beau business de MRR, Monthly Recurring Revenue, donc le revenu mensuel. Comment expliquer ton succès dans quelque chose que moi je recommanderais pas pour les raisons que j'ai évoquées? Alors, plusieurs choses. Premièrement, déjà, j'ai jamais proposé l'abonnement mensuel. J'ai toujours proposé un abonnement annuel. Déjà, ça a son Hmm. importance parce que quelque part, quand tu t'engages sur un an, pour moi, tu es déjà dans un processus de transformation un peu plus longue. Et ça m'assurait de me dire, bon, bah, les gens, voilà, ils sont avec moi quand même pendant un an. Et j'ai un an pour les convaincre de rester un an de plus. Tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et mon idée, ça a été de me dire, je vais essayer de leur apporter un maximum de valeur pour qu'ils se disent, waouh, j'en tire beaucoup et je vais rester avec cette personne parce que je sens que ça me permet de continuer mon apprentissage et que ça me permet, voilà, ça colle aussi très bien à la bourse. Mais honnêtement, je pense que si j'avais lancé un infoprenariat, même sur le sport, je pense que j'aurais proposé un format comme ça, un peu où on mixe un côté communauté. Et tu sais, souvent, c'est un peu le modèle Amazon Prime. Tu rentres parce que tu veux la livraison gratuite et puis tu restes peut-être parce que tu veux les séries ou parce que tu utilises Amazon Music. Et moi, un peu de la même manière, je me suis dit, tu rentres parce que tu veux une formation sur la bourse et tu vas peut-être rester pour la communauté, tu vas peut-être rester pour les analyses, tu vas peut-être rester voilà, pour l'application que j'ai développée ensuite. Tu vois. Donc, l'idée, c'était un peu de développer tout un espèce d'écosystème et c'est en ça que je trouve intéressant. Notamment, moi, ce que je trouve génial, c'est que quand tu as un modèle comme ça, abonnement, ton incitation, ça devient de satisfaire tes clients existants plutôt que d'aller sans arrêt en chercher les nouveaux. Alors que quand tu vends une formation Ouais. one-shot, une fois que le mec il a payé, bah, tu n'as presque pas vraiment d'intérêt à améliorer la formation parce que tu te dis le mec il m'a déjà payé, voilà, tu vois, il n'y a pas vraiment cette Ouais, incitation. ouais, ouais. Alors que dans le modèle à abonnement, je trouvais que tu n'as plus cette incitation. Et moi, j'ai commencé, j'avais 100 abonnés. Et du coup, maintenant, j'ai une double mission. C'est améliorer ma satisfaction que je mesure avec mon taux de renouvellement qui est aujourd'hui autour des 60%. Donc, à nouveau, j'ai quand même pas mal de churn. Hein. Ça veut dire que je perds 40% de personnes chaque année. Après, tu peux voir le verre. Mais attends, 60%, c'est énorme hein, pour de l'infoproduit. En plus, c'est annuel. Hein. Si j'ai 100 personnes, il y en a 60 qui décident de renouveler, il y en a 40 qui partent, qui ne renouvellent pas l'année suivante. Sachant qu'en plus, cette année, et je tiens à le préciser parce que ça n'a pas dû nous aider, on a changé. Donc, tu sais, je suis rentré en France. Donc, les gens ont dû remettre leur carte bancaire, ce qui est très chiant aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas, Il y pas le a... renouvellement, tu sais, qui tombe automatiquement et après, tu te dis, est-ce que je le désinscris? Non, là, c'est vous devez remettre votre CB. Et on a quand même 60% des clients qui remettent leur CB. Donc, moi, c'est une de mes grosses fiertés, c'est que je me dis, on a un produit que les gens, ils y voient la valeur, sinon clairement, ils ne remettraient pas leur CB. Moi, j'ai pas remis la CB, il faut que je remette la CB. Et oui, attention Emilio. Mais, Ah merde. mais je pense que, non, Tu je m'as pense pas que viré. mais je pense que pour les affiliés, il doit y avoir un truc, il faudrait regarder avec Sven, mais de toute manière, on n'est pas encore à, l'année complète n'a pas été écoulée, donc ça dépend à quel moment tu t'inscris.
Mais Hmm. normalement, tu devrais recevoir un message, t'inquiète pas, on surveille ça. Ok, je mettrai à jour mes informations. Je suis un bon citoyen. Tu sais que tu dois faire partie, c'est comme Axel qui est un affilié aussi, je crois qu'il est deuxième membre qui reste, donc ça veut dire qu'il est abonné depuis 5 ans à la méthode Trident. Ça fait super plaisir. On a Ouais. des gens qui sont là depuis 5 ans et qui, malgré le fait qu'on ait changé un peu la stratégie, qu'on l'ait updaté et tout, ils sont restés avec nous parce que ils ont continué de voir la valeur. Et donc, moi, ça me régale et je me dis que quand tu es dans le business, en fait, tu as plus à gagner des fois de sémenter une relation et d'améliorer la relation avec les personnes que tu as déjà convaincues plutôt que d'être dans cette démarche où tu vas sans arrêt chercher de nouveaux clients. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de concurrents aujourd'hui. On va dire que mes deux principaux concurrents, c'est des gens soit qui proposent des formations high ticket à 2 000 € ou 3 000 € en one shot. Et donc ça, c'est sûr que c'est différent parce qu'eux, ils font des appels de vente et tout. Moi, c'est des trucs que je voulais pas forcément faire. Et sinon, j'ai d'autres concurrents qui vendent des logiciels un peu comme moi, mais à petit prix. Mais il n'y a pas toute la partie formation, analyse, communauté, souvent que moi, j'essaie de proposer. Donc, j'essaie de me positionner un peu entre les deux. On va dire que c'est un peu plus premium que juste un petit logiciel que tu payes 10 balles par mois. Et en même temps, ça ne va pas te coûter 2 000 ou 3 000 €. Donc, on est peut-être moins personnalisé. On ne va pas prendre les gens au téléphone. Voilà, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, j'ai essayé de développer mon business model au milieu, ce qui n'est pas forcément toujours facile parce que, pareil, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai beaucoup vendu des fois juste avec du texte, des emails de lancement par texte. Et en fait, je me rends compte que pour un prix de 300 €, ce n'est pas un achat un peu compulsif. Tu ne te dis pas, tu sais, si c'est 15 € par mois, tu peux lire un texte, une page de vente SaaS d'un logiciel et tu dis, allez, je le teste. Là, à 300 € par an, je suis un peu obligé d'expliquer toute la valeur du programme. Et du coup, je pense que de plus en plus, je vais me diriger vers des VSL, des webinaires, tu sais, où en plus, je pense que je ne suis pas trop mauvais à l'oral, en direct. Et donc, je pense que je vais essayer d'accentuer ça au niveau du marketing. Parce qu'aujourd'hui, le challenge qu'on a, c'est que donc j'ai 60% de renouvellement, mais le challenge qu'on a, c'est que ça nous fait perdre, par exemple, 400 personnes par an et on en fait rentrer 400. Donc, en fait, je stagne en termes d'abonnés actifs. J'arrive pas encore aujourd'hui à faire rentrer plus de gens. Donc, j'ai eu une grosse progression, notamment au tout début, au lancement. Je t'ai dit, on est passé de 100 abonnés actifs à aujourd'hui 1200. Mais là, ça va faire un an ou deux où on stagne un petit peu parce qu'en fait, on récupère que les gens qu'on a perdus et j'aimerais bien récupérer plus que les gens qu'on perd chaque année. Donc, tes méthodes d'acquisition pour trouver de nouveaux clients, c'est principalement ta chaîne YouTube ou tu as aussi d'autres sources? Ouais, j'ai décidé de me focus 100% YouTube parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je crée le type de contenu que moi j'aimais consommer. Et moi, ce que j'aimais le plus consommer, c'était des newsletters YouTube. Donc, je fais YouTube newsletter et je fais que ça. J'ai décidé de rester focus. Je sais que toi, tu as eu ce truc où tu aimes bien prendre des morceaux et aller les poster sur les autres réseaux. Moi, c'est vrai que je suis resté vachement focus YouTube uniquement. Et en vrai, ça marche bien parce que ça permet quand même de récolter pas mal d'emails. Et voilà. Et je veux améliorer ça parce qu'aujourd'hui, les gens, ils laissent leur email et on leur dit, au fait, il y a un programme qui existe, mais il n'y a pas vraiment de séquence. Et d'ailleurs, j'ai pris ton programme il n'y a pas longtemps que tu as lancé et je me suis dit, bah oui, mais c'est ça qu'il faut qu'on mette en place, quoi. Une vraie séquence evergreen qui présente le programme et qui permet aux gens qui me découvrent, qui laissent leur email, qui sont chauds, qu'on leur explique ce qu'il y a s'ils veulent aller plus loin, quoi, clairement. Est-ce que tu n'as toujours pas de séquence email automatisée? 5 ans et toujours pas de séquence email automatique. Remords. Ouais. Mais je te l'avais dit, je crois, il y a 3 ans qu'il fallait faire ça. Ouais, mais tu sais, Ah c'est le oui. business, c'est que tant que ça fonctionne comme ça, après, moi, le challenge que j'ai, peut-être par rapport à d'autres personnes, c'est que justement, quand tu vends de la formation, je pense que tu as beaucoup de temps disponible pour le marketing. Alors qu'en fait, moi, mes semaines sont déjà full dans le sens où, en fait, je vais avoir des analyses d'actions, je vais avoir des posts hebdo. Toutes les semaines, j'envoie un post à mes clients. Il faut que je gère un portefeuille avec des décisions d'arbitrage et tout. Donc, j'analyse des boîtes et tout. Et j'ai YouTube, tu vois. Et rien que ces 3 trucs-là, en fait, ça a vite fait de te prendre la semaine. Et tu n'as pas forcément le temps après de bosser tout ce qui est marketing et tout. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à, je fonctionne en journée thématique et il faut que j'arrive à me créer une journée qui soit vraiment un peu plus dédiée marketing pour faire connaître le produit et que, voilà. Et aujourd'hui, on fonctionne qu'avec du bouche à oreille. Ça fonctionne quand même très bien. Mais je pense qu'on a plus de clients à aller chercher, clairement. Tu dis que tu te vois plus comme un artisan que comme un CEO. C'est-à-dire que tu es beaucoup la tête dans le guidon au quotidien. Tu travailles non pas sur ton business, mais dans ton business. Donc concrètement, est-ce que tu arrives à gérer cette charge mentale ou ça te génère quand même pas mal de stress? Comment tu gères au quotidien d'être aussi débordé? Moi, je suis un peu comme ça aussi. De plus en plus, je fais en sorte de créer des systèmes pour me libérer de la bande passante mentale. Mais je sais que tu travailles énormément. Donc déjà, comment tu gères cette pression, cette charge de travail à être tout le temps dans ton business, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que tu ne
vise pas d'être en mode plus CEO, à travailler sur ton business au lieu d'être dans les process quotidiens. Ah, mais je respecte pas le conseil que donne tout entrepreneur. Justement, c'est vraiment. Normalement, un entrepreneur, ça crée des systèmes. Et tu vois, je l'avais fait sur l'e-commerce, en fait. C'est ça qui est fou. Je pense que quand tu n'es pas attaché au produit, c'est beaucoup plus facile de créer des systèmes. Je sais pas, tu ouvres un restaurant vraiment par pur opportunisme, tu ouvres un bar à salade. Voilà, tu crées des process, les salades, les machins, les trucs, mais tu vois, tu n'as pas ce côté attachement au produit et je pense que c'est plus simple à ce moment-là. Moi, en fait, je me vois un peu comme un artisan à effet de levier, tu vois. C'est-à-dire que je suis très artisanal, mais mes vidéos peuvent toucher beaucoup de monde. Donc, ça fait quand même que, on va dire que j'arrive quand même à avoir des revenus intéressants tout en faisant quelque chose qui me passionne. En fait, je pense que mon excuse jusqu'à présent, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut que je m'améliore, il faut que j'arrive à avoir plus de process, à mieux déléguer. Mon excuse, ça a toujours été un peu de me dire, finalement, j'ai envie d'analyser des entreprises et j'ai pas envie d'avoir une équipe de gens qui analysent des entreprises pour moi, par exemple. Tu vois. C'est comme le pizzaiolo qui a envie de faire ses pizzas et qui n'a pas envie de diriger un business de pizza. C'est le truc classique. Tu te dis, j'aime les pizzas, j'aime faire des pizzas, donc je vais lancer un business de pizza. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, gérer un business de pizza, c'est bien plus que faire des pizzas. C'est la compta, le marketing, la vente. Et, tu vois, tu as tous ces trucs autour. Et donc, à un moment, ben, il faut un peu faire un choix. Et moi, j'ai envie d'être un peu les deux. Tu vois, j'ai un peu envie d'être dirigeant, c'est-à-dire quand même déléguer certaines choses. Tu vois, aujourd'hui, je travaille avec un développeur, je travaille avec quelqu'un qui m'aide et tout. Mais j'ai un peu cette vision de la petite équipe, tu vois, qui permet quand même, voilà, de soulager pas mal de choses. Avec l'IA, aujourd'hui, on peut faire plein de process et tout. J'essaye comme toi de structurer mes journées aussi pour pas que ça dépasse. Donc, typiquement, je travaille de 8h à 15h. Et à 15h, j'essaie de tout couper et de me dire, bah, si tu n'as pas terminé, ben, ça sera demain. Et donc, ça te force aussi à vraiment travailler uniquement sur l'essentiel, les choses les plus importantes. Et voilà, c'est comme ça que j'avance petit à petit. Mais je t'avoue que là, j'atteins un peu le stade où je commence à me dire, OK, ma semaine, elle est full. Et du coup, j'ai plus de temps libre pour aller me former sur des nouvelles choses, pour explorer, etc. Et c'est hyper important de ne pas avoir tête dans le guidon. J'ai l'impression qu'avec Tiny Pages, toi, c'est un peu pareil. Tu avais une période où tu sortais plus la tête de l'eau, quoi. Bah, si tu veux, 2025, ça a été vraiment pour nous l'année du build intensif de l'app, où on a construit une application super complète. Aujourd'hui, on rajoute l'IA. On est vraiment là au stade où on peut se permettre de faire de l'innovation, parce qu'on a déjà une plateforme qui fait l'essentiel. Euh, Après, c'est vrai qu'on a énormément travaillé. Maintenant, pour l'année 2026, je vais m'organiser autrement. Je vais bloquer une journée chaque semaine, qui va être le vendredi, où là, je vais être focus uniquement sur le développement du produit de Tiny Pages. Mais les autres jours, je vais faire de la création, je vais faire des programmes, ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut compartimenter, parce que si tu fais juste les choses de manière arbitraire, au pif, selon tes envies ou selon ce qui te motive là, maintenant, aujourd'hui, malheureusement, tu vas aussi procrastiner des choses importantes, mais qui peut-être tu as une résistance émotionnelle à vouloir les faire. Moi, par exemple, il y a eu des périodes où j'arrivais pas à faire des vidéos, mais j'étais pas clair. Par exemple, le samedi, c'est le jour où j'enregistre les vidéos. J'étais mal organisé. Donc, je pense que l'organisation, c'est essentiel. Après, de plus en plus, moi, je vais faire levier sur l'IA. Là, par exemple, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ce sur quoi j'ai bossé principalement, c'est construire un système de prompt, une chaîne de prompt, où à partir du transcript de ma vidéo, il est encore à peaufiner, tu vois, je travaille dessus actuellement, mais le but c'est qu'à partir du transcript que je lui balance dedans, ça va me sortir des idées de titres que je vais choisir, et puis des descriptions de miniatures, et je vais pouvoir coller les descriptions de miniatures dans le Nano Banana Google, là, pour qu'il me fasse la miniature. Il aura déjà tout le contexte dans le projet. Tiens, le but c'est vraiment de créer le bouton magique. Ça, c'est ce qu'on fait avec Tiny Pages, mais à côté, moi je fais de la recherche et développement sur des systèmes aussi qu'il est possible de faire. Et voilà, je pense que je ferai des workshops payants sur des sujets comme ça, des découvertes, des systèmes d'IA. Je pense aujourd'hui que on est vraiment dans une super époque pour les solopreneurs. Moi, tu sais, j'ai un côté un peu autiste, antisocial, où je préfère bosser dans mon coin. J'ai beaucoup de mal avec gérer des humains. Je suis un très mauvais manager. Voilà, je m'en cache pas. Et pour moi, l'IA, c'est du pain béni, parce que bah, il n'y a pas besoin de gérer des égos, d'éviter de froisser les gens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Souvent, je suis très direct, je peux être cassant sans le vouloir, il n'y a pas de mauvaise intention. Mais après, voilà, ça crée des dynamiques. Il faut gérer ça, et moi, ça me crée souvent une charge mentale épouvantable de juste essayer de... Enfin, voilà. Et pour moi, donc l'IA, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Et surtout que l'IA, les possibilités sont à la hauteur de notre imagination et aussi du temps qu'on passe à élaborer des systèmes. Si tu te contentes juste de demander des choses basiques à ChatGPT, bon, il va te sortir des choses basiques. Mais si tu prends le temps de baliser un problème,
tu prends une note et tu décris le problème, tu fais un prompt complet, puis tu le testes dans plusieurs modèles, ChatGPT, Gemini, Claude, pour voir quelles sont les failles, tu optimises, tu fais une V2, une V3, à la fin tu te retrouves avec un bête de système qui te produit un résultat époustouflant. Et là où tu devais le faire manuellement, peut-être ça prenait, je sais pas, par exemple, pour faire, moi, trouver le titre et la miniature, déjà, ceux que je trouvais moi-même à l'arrache, parce que j'ai la flemme de passer du temps. Souvent, je prends un titre un peu à l'arrache. Je sais que je devrais plus y réfléchir, mais j'aime pas ça, j'ai la flemme. Donc, je me limite en termes de vues que je pourrais faire. Pareil pour la miniature, je prenais juste un screenshot à l'arrache, parce que, vas-y, flemme de m'emmerder avec cette friction technique. Maintenant, avec IA, encore plus vite, tu peux avoir des résultats encore mieux. Donc, et il suffit d'aller explorer. Je suis sûr qu'avec notre créativité, on peut cristalliser des méthodologies dans des prompts IA. Et je serais curieux de savoir ce que tu penses de ça. Mais moi, ma réalisation que j'ai eue récemment, c'est que aujourd'hui, quand tu vends de la formation, tu te dois d'intégrer de l'IA pour accélérer les résultats de tes clients. Dans le sens où maintenant, les gens utilisent ChatGPT, ça y est, c'est acquis. L'humanité est habituée à l'IA, on est habitué à l'instantanéité. On fait une demande et on nous pond le résultat tout de suite. Les gens maintenant, ils ont une question, ils veulent la réponse tout de suite. Et les gens n'ont plus envie, à mon avis, de se former avec des heures de formation théorique. Surtout si, par exemple, imaginons, toi, tu es prof de langue, tu as un business en ligne, t'as pas envie d'apprendre le marketing, le copywriting, ça te casse les couilles. Tu vois, c'est pas ton truc. Toi, tu as juste envie d'aider tes clients, de créer du contenu. Ben maintenant, tu vas pas acheter une formation de 10 heures de cours théoriques copywriting où tu vas devoir pratiquer pour peut-être dans 6 mois atteindre le niveau des IA d'aujourd'hui. Bah, tu prends un prompt bien foutu avec des règles qui a peut-être été pensées par un copywriter professionnel et bah, tu appuies sur le bouton magique et c'est bon. C'est ça qu'on va faire avec Tiny Pages, qu'on est déjà en train de faire, on a déjà ces choses-là. Mais moi, je pense que de plus en plus, l'IA doit être intégrée à l'infoproduit. Écoute, je vais faire un peu l'avocat du diable. Je suis 99% d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ton virage à un moment où tu es parti en mode OK, je vais faire des vidéos plus simples, plus minimalistes. Et en même temps, moi, je me suis toujours dit, je vais faire simple, minimaliste, mais je vais essayer à chaque vidéo d'améliorer de 1%, tu vois. Et ça peut être un petit truc, ça peut être améliorer un peu le titre, améliorer un peu la miniature, améliorer un peu le montage. Et en fait, si tu fais 1% à chaque vidéo, tu te retournes derrière et quand tu regardes tes vidéos que tu as postées il y a 2 ans, tu te dis, oh là là, le progrès est fabuleux. Mais ça s'est fait petit à petit et ça t'a pas bloqué dans ta création. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut se dégager du temps pour travailler, non pas directement dans tes process concrètement pour produire des trucs, mais travailler sur les prompts qui vont t'aider à t'améliorer dans les process. Là où je mettrais juste un point où je pense qu'il faut faire attention, c'est que l'IA, elle doit pas penser à ta place, selon moi. C'est-à-dire qu'elle doit t'apporter toutes les informations nécessaires pour que toi, tu puisses prendre une décision éclairée. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'apporte, par exemple, dans la méthode Trident, parce que tu pourrais dire, en effet, d'ailleurs, on a vachement diminué la partie formation, on a beaucoup plus tourné ça en mode passage à l'action. En fait, la formation aujourd'hui qu'on propose dans la méthode Trident, c'est ouvrez votre compte de bourse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le gros frein, c'est les gens n'ouvrent pas leur compte et ils n'achètent pas des actions. Alors qu'en fait, il vaut mieux acheter des actions, même si tu ne sais pas trop ce que tu fais au début, tu mets le pied à l'étrier et une fois que tu as placé du cash, tu vas apprendre au fur et à mesure du temps. Je suis beaucoup plus sur la formation continue. Je pense que tu apprends en fait continuellement, surtout dans un domaine qui évolue beaucoup comme la bourse. Et je crois que ce que j'apporte à mes clients aussi, c'est que s'ils demandent à ChatGPT est-ce que Apple est une bonne entreprise, ChatGPT va leur donner une réponse classique en mode oui, c'est une bonne entreprise. Mais sans du coup ce biais d'analyse que moi j'ai et de critères spécifiques. Donc en effet, je suis complètement d'accord avec toi. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire aussi aujourd'hui sur l'app, c'est quels sont les critères qui définissent en fait des entreprises qui peuvent battre le marché et sur quels critères on va se baser. Et c'est ça un peu notre spécialité. Et d'avoir sur l'application, pareil, tu rentres sur une feuille d'entreprise, un peu comme Yuka, tu sais, l'application où tu scannes les produits et ça te dit si le produit est bon ou mauvais pour ta santé. Là, c'est pareil, tu scannes une entreprise et ça dit directement si cette entreprise a du potentiel sur le long terme. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut dégager du temps. Et aujourd'hui, avec les deep research que tu peux faire avec l'IA, notamment sur l'analyse de boîte, c'est impressionnant. Ça te donne en fait des sources d'informations qui sont hyper pertinentes. Mais c'est jusqu'à la fin, voilà. Je pense qu'il y a le petit truc où c'est quand même toi qui dois indiquer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que sinon, tu obtiens des réponses très génériques, je trouve. En fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est ton jugement. L'IA, elle va te pisser des lignes de texte à l'infini, mais peut-être si tu lui demandes, moi par exemple, je vais reprendre l'exemple du prompt de génération de titres et miniatures que je suis en train de faire. Je lui demande de me faire 30 titres différents. Pourquoi? Parce que je sais que si je lui en demande un ou deux, ça va être nul.
Moi, je veux une approche quantitative. Je veux qu'il me mette sous les yeux une grande quantité d'options pour que moi, avec mon jugement, avec ma connaissance spécifique qui vient de mon expérience, je puisse dire, OK, ça c'est de la merde, ça c'est bof, ça c'est pas mal, celui-là est nul, ah ça c'est excellent. Et tu vois, je choisis, je sélectionne parce que j'ai le filtre qui permet de prendre ces décisions-là. Là où un total débutant, effectivement, il va il va débrancher son cerveau et brancher ChatGPT à la place. Beaucoup font ça. Est-ce que tu donnes des indications aussi? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est pas mal, tu vois, le côté en gros, si par exemple, ChatGPT te sort des titres qui sont pas top, tu lui dis évite, par exemple, enfin, tu sais, tu donnes des conditions en disant j'aime bien ce jeu. Par exemple, un truc que j'ai fait sur mes titres, tu vois, un truc tout bête, je suis allé voir les titres qui ont le mieux marché sur ma chaîne et je lui ai dit tiens, ça, c'est les titres qui ont le mieux marché, ça, c'est les titres qui ont moins bien marché. Donc, déjà, fais-moi une analyse. Pourquoi ces titres ont mieux marché? Pourquoi ceux-là ont moins bien marché? Et donc, je trouvais ça intéressant parce que déjà, il voit certains éléments. Et ensuite, je lui dis, essaye d'écrire plus dans le style des titres qui ont marché que ceux qui ont moins marché, tu vois, par exemple. Je sais pas, est-ce que. Alors après, je ne veux pas trop l'influencer parce que je me dis, ça se trouve, c'est pas suffisant ou peu importe, mais je me dis, ça peut être intéressant, je sais pas si toi tu dis ça, de lui donner peut-être des corrections au fur et à mesure du temps pour que le prompt soit plus correct en mode, je sais pas si toi par exemple tu es quelqu'un qui n'écrit pas de manière vulgaire, tu lui dis n'utilise pas de vulgarité, si tu tutoies au lieu de vous voyez, enfin tu vois, pour que in fine ils te connaissent bien et qu'ils te répondent de la manière la plus qui ressemble plus à ce que tu pourrais vraiment écrire toi. Bien sûr, c'est beaucoup mieux de procéder de manière itérative. Tu as rarement un résultat parfait dès le premier prompt. Généralement, c'est bien de faire des feedbacks. Je vois souvent des gourous sur LinkedIn qui te vendent des prompts magiques qui font 3 pages, alors qu'en fait, ça c'est de la merde. Les mecs sont experts de rien du tout. Ce qui fonctionne vraiment, c'est l'itération. Tu peux pas donner des vingtaines d'instructions à l'IA et t'attendre à ce qu'elle te ponde le résultat parfait. Moi, quand je fais des prompts, je vais toujours les tester et les affiner pour que le résultat numéro 1 soit le mieux possible. Mais après, c'est vrai que souvent, voilà, je vais aussi lui faire des feedbacks après pour obtenir des résultats plus adaptés à ce que je recherche. Après, moi, souvent, comme je vais standardiser par exemple, les miniatures que je veux faire là, je vais toutes les standardiser dans un seul style. Bah, finalement, ça va très bien aussi de utiliser une approche quantitative où je lui demande plein d'idées. Là, par exemple, ce que je veux faire, c'est je ne veux pas générer des titres et des miniatures indépendamment. Je veux générer des combos, titres et miniatures. Et donc, il va m'en générer plein. Et il y en aura forcément qui seront nuls, mais c'est OK parce que je lui en demande plein. Ouais, c'est vraiment une bonne stratégie. Point aussi intéressant sur l'IA, parce que toi, je sais que j'avais suivi une formation, j'avais été choqué et j'allais te dire attention Emilio, parce que je crois que tu as ce défaut-là que moi, j'ai pas forcément. Quand tu rentres dans les process, j'avais vu ta formation sur le cerveau numérique et je me suis dit, ouah, le gars, il a poussé. C'était quoi? C'était Notion? Non, c'est Obsidian. Obsidian. Oh là là là. Et je me suis dit, mais tu m'étonnes, parce qu'à un moment, tu m'avais raconté cette histoire qu'avec les outils de productivité, en fait, tu devenais un expert d'outils de productivité alors que c'était censé, tu vois. Et moi, je suis un peu moins là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis encore sur Evernote. Enfin, tu vois, j'utilise vraiment l'IA de manière très. Voilà. Donc, moi, ce que je fais toujours attention quand je travaille sur les process, c'est de me dire, bon, c'est bien de travailler sur un process, mais il faut que concrètement, après le process, je puisse produire avec. Et donc, j'ai un peu cette vision 20% du temps travailler sur le process et 80% du temps à produire et à tester concrètement le truc pour éviter de se perdre dans les outils, surtout qu'aujourd'hui, des outils, il y en a vraiment pléthore. J'étais curieux quand même d'avoir ton avis sur le cerveau numérique. Alors moi, je fonctionne avec des screenshots. Tu vois, le truc hyper basique, je prends sans arrêt des screenshots. En fait, je lis plein de trucs, donc j'adore lire des newsletters, je surligne sur Kindle, etc. Je lis plein de trucs. Je prends toujours des screenshots parce que je me dis, bon, les screenshots, ça me fait une sauvegarde visuelle. Et du coup, quand je repasse dessus, ça va me donner des idées de vidéos YouTube. Quand je les mets sur Google Photos, il peut me retrouver. Donc, si par exemple, je tape Google, je retrouve toutes les photos, les screenshots que j'ai pris sur Google, tu vois, par exemple, sur l'entreprise. Et je pense que le but ultime, ça serait peut-être d'avoir un truc, notamment, j'ai entendu parler de Notebook LM, tu vois, qui apparemment est une espèce d'IA qui se base sur les données que tu lui as fournies. Et je me disais, tiens, ça pourrait être peut-être intéressant. Imaginons, moi, tous les trimestres, je dois aller analyser l'entreprise Google. Eh bien, chaque trimestre, je vais mettre des fiches dessus, donc des analystes, tu vois, les résultats, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA pourrait se baser uniquement sur ces textes-là que je lui ai fournis. Et je pourrais enrichir, on va dire, mon prompt avec tous les éléments que je juge pertinents. Je ne sais pas si toi, tu as eu un espèce de système comme ça ou pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que tu fonctionnes encore aujourd'hui où l'IA va chercher partout sur Internet ou tu as quand même des espèces de trucs dans ton cerveau numérique dont tu veux qu'elle s'inspire, quoi?
Alors, ouais, déjà, Obsidian, c'est toujours un outil que j'utilise et que je recommande à fond. Pour moi, toutes les nouvelles apps de soi-disant prise de notes IA sont toujours pas à la hauteur de Obsidian, qui est vraiment excellent pour le fait de pouvoir. C'est tellement flexible et modulaire que effectivement, tu peux pousser le truc, comme tu l'as dit, assez loin. Il peut y avoir de la complexité. Trop Mais une flexible fois et que tu as modulaire tes pour moi, tu habitudes vois. et que... Ouais, mais c'est ok, tu vois, chacun est différent. Euh, Juste moi, tu vois, la manière dont je l'ai présenté dans la formation, ça peut sembler usine à gaz, mais c'est juste l'installation. Après, c'est très minimaliste. Tu vois, moi, je suis en focus mode, j'ai juste une page. Il y a aucune option qui me distrait, rien du tout. Je vois rien à part le contenu de ma page. Et après, pour naviguer, j'ai mes raccourcis, enfin bref, j'ai les réflexes. Et sinon, sur la manière dont moi j'utilise, c'était ça ta question, comment je vais utiliser l'IA pour enrichir mes process? Ouais, et par rapport à Obsidian, est-ce que je sais pas, justement, toutes les notes que tu as prises, parce que j'ai l'impression que c'était. Tu vois, je me dis, en fait, est-ce que ce cerveau numérique, est-ce qu'il a encore une utilité à l'ère de l'IA? Ou moi, j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, j'ai ce réflexe qui est peut-être pas d'ailleurs très bon, mais presque à chaque fois que je trouve un email intéressant, je l'envoie à ChatGPT, je lui demande de faire un résumé. Parce que je trouve que je le retiens Ouais, mieux en ayant lu d'abord l'email et ensuite en faisant un résumé. Puis j'avoue que parfois, j'ai la flemme de lire 3000 pages et donc j'envoie direct pour avoir un résumé pour voir si ça peut m'intéresser. Tu vois. Et si ça m'intéresse, après, je le lis. Du coup, je me dis, à force, GPT, bah, en fait, il a tous les trucs qui m'ont intéressé. Il en sait tellement sur moi que est-ce qu'il y a encore besoin d'aller prendre des notes. Tu vois, c'est un peu cette réflexion que j'ai en ce moment. Tu vois. bah, toujours pour structurer ce que tu apprends et ce qui est important pour toi. Après, Obsidian, c'est pas un outil qui vise à intégrer de l'IA. Je crois que le CEO a dit qu'il ne mettrait pas d'IA dans Obsidian. Et en fait, c'est OK, il n'y a pas forcément besoin. Moi, je l'utilise vraiment comme une base de connaissances personnelles où j'ai mon système de référencement, je peux retrouver n'importe quoi très rapidement. L'IA aussi, le problème, c'est que elle va te ressortir des choses, mais de manière un peu arbitraire, ou elle va le formuler bizarrement. C'est toujours un peu une boîte noire. Alors que Obsidian, bah, tu sais exactement comment ton coffre est structuré. Il est structuré exactement comme tes réseaux de neurones. Et si tu veux, ça s'adapte à la structure de ton esprit. Ça, c'est ce que je trouve génial. Excuse-moi de te couper, mais juste un notebook LM, parce qu'en fait, moi, je me dis Obsidian, c'est cool. C'est Et quoi ça? alors, donc, il faudrait que tu regardes, mais c'est un espèce de J'ai LLM. pris. Ouais. Euh, et en gros, ce qui avait l'air intéressant, c'est qu'il se basait uniquement sur ce que tu lui donnes. Et du coup, je me dis, ça vient de Google. Euh, du coup, je me dis, c'est très bien que le mec d'Obsidian ne veut pas mettre de l'IA, mais en fait, moi, imaginons, j'ai pris des notes dans Obsidian sur Apple, et je lui dis, rappelle-moi ce que j'ai dit sur Apple, tu vois, toutes mes notes sur Apple, et plutôt que d'aller chercher la note sur Apple et de retrouver, ah oui, parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs Hmm. trucs, tac, l'IA de Notebook LM. Et ce que j'ai trouvé intéressant, pour éviter, parce que le gros défaut des IA, on est d'accord, c'est le côté hallucination, elle dit pas, voilà. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se base uniquement sur les dossiers que tu lui as donnés. Donc, du coup, c'est capable de te citer. Tu as parlé d'Apple dans la vidéo du 12 mai 2015, puis tu en as parlé dans le 12 mai 2018, et voilà ce que tu as dit, tu vois. Et là, je Hmm. trouve qu'il y a peut-être un truc intéressant à aller chercher pour, tu vois, que ça soit une sorte de cerveau que tu déposes et que tu peux reconsulter à tout moment sans avoir besoin de t'en souvenir parfaitement. Mais je comprends, et c'est très pertinent, effectivement. C'est pas la même chose que Obsidian, je pense que c'est des cas d'usage différents. Après, moi, je fais quelque chose de similaire à ce que tu décris, mais c'est beaucoup plus simple et direct. C'est-à-dire que j'ai une note dans Obsidian que j'ai appelée journal, où tous les matins, j'écris dedans. Je me vide la tête, je décris mes problématiques, les sujets de réflexion du moment. C'est comme un flux de conscience, si tu veux. C'est une sauvegarde de mon flux de conscience. Et cette note, ensuite, je vais la donner à l'IA et je peux demander ce que je veux. Je peux lui demander, par exemple, fais-moi remonter les 20 insights profonds de l'année 2025 formulés pour en faire des idées de contenu. Je peux demander ça. Je peux demander quels ont été mes trois schémas répétitifs inconscients qui m'ont empêché d'avancer cette année ou que j'ai. Tu vois, il peut repérer des patterns. Enfin, c'est comme si tu uploadais ton flux de conscience dans une IA. Et même des fois, je note des idées. Je sais plus ce que j'ai écrit aujourd'hui. J'ai eu deux, trois idées, je les ai mises. Et je me dis, bah, un jour, peut-être l'IA les fera remonter. Le côté, toi qui es assez pessimiste de dire carrément on déverse, parce que tu sais que moi j'ai ça comme toi, et j'avais adoré d'ailleurs ta formation que je recommande fortement aux gens sur le journal et le journaling, et je suis d'accord avec toi, c'est exceptionnel comme truc, et je pense que c'est une pratique qu'on devrait tous avoir. C'est en fin de journée faire le point, ou au début de journée, le point sur ta journée, et moi j'ai même carrément une journée entière où c'est uniquement du bilan, prise de hauteur, on en est où, etc. Parce que c'est comme ça que tu chopes des insights. Par contre, c'est vrai que moi, le défaut, c'est que je reste sur le papier et que je ne l'upload pas ensuite sur l'IA, alors que probablement, Papier, hein.
Ok, donc toi, tu fais les deux? Tu fais papier et ensuite tu le mets sur tu l'importes sur Obsidian? Le papier, c'est pas pour me vider la tête, c'est plus pour m'organiser. Moi, j'ai mon fameux outil Focusbook que tu connais peut-être, qui est mon outil de productivité quotidien depuis 2023. Et à chaque fois que j'essaye, parce que j'essaie toujours des fois périodiquement des outils d'organisation app, je reviens toujours au Focusbook. J'ai juste fait une combinaison entre Focusbook pour la clarté mentale, l'absence de distraction, et Notion, parce que Notion, bah, tu peux planifier des tâches pour le futur. Disons que c'est le talon d'Achille du Focusbook, c'est la planification, tu as un rendez-vous dans 2 mois, bah, faut le noter quelque part et tout. Mais j'ai un système où je peux, des tâches de Notion, je peux les migrer dans Focusbook et vice-versa. J'ai un système pour savoir où elles sont et qu'elles se perdent jamais. Et donc, le Focusbook, c'est ma conscience du moment. Et Notion, c'est plus pour garder, c'est un peu un backlog de mes tâches et des projets. Après, tu me demandais, est-ce que j'ai pas peur que l'IA me crée un clone de moi, c'est ça? Oui, c'est le côté un peu, c'est vrai que si tu te dis, il y a peut-être cette réflexion plus profonde de dire, bah, je déverse toute ma conscience dans l'IA. Bon, déjà, je ne sais pas forcément déjà toujours où ça va. Est-ce qu'au bout d'un moment, mais bon, après, moi, je suis beaucoup plus optimiste. Enfin, en tout cas, je suis plutôt sur le côté optimiste parce que je me dis, bah, en fait, c'est aussi Mark Manson, tu sais, qui est le fameux auteur de Subtle Art of Not Giving a Fuck, tu sais, qui, je trouvais ça intéressant. Il disait les réseaux sociaux, c'était la nouveauté. On a tous trouvé ça génial au début et aujourd'hui, on se dit, putain, c'est mauvais pour la santé. Et il dit, c'était pareil avec l'arrivée des smartphones et tout, des écrans. Et il dit, l'IA, lui, il dit, putain, j'ai l'impression que l'IA, plus je passe de temps, plus c'est cool. Si je l'utilise bien. Tu sais, c'est un outil, mais je pense que les réseaux, c'est un peu pareil. Parce que finalement, on a pu s'en servir pour créer nos business, donc on ne peut pas cracher sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'IA, c'est pareil, ça peut devenir très mauvais si tu lui délègues ta pensée ou que tu commences à. Voilà. Et en même temps, c'est un outil qui est tellement intéressant. Et lui-même, il a lancé un truc, alors que normalement, c'était un peu déconseillé. Enfin, il y a plein de gens qui disent n'utilisez pas ChatGPT comme psychologue. Mais en fait, il y a plein de gens que ça aide beaucoup. Et il a lancé sa propre IA spéciale, justement, pour un suivi psychologique. Et lui, il disait pourquoi elle est unique, cette IA qu'il a développée, qui s'appelle Purpose, je crois. Il a dit en fait, le problème avec ChatGPT, c'est qu'il va tellement dans ton sens, il a tellement été prompté pour aller dans ton sens, que tu as besoin finalement de créer une IA qui est un peu plus challengeante, tu vois, en côté psy, qui te renvoie plutôt à des trucs. Et j'ai regardé 2-3 retours. Alors évidemment, c'est du marketing aussi. Hein. J'ai regardé 2-3 retours de clients de son app et ils disent putain, ça fait 15 ans que je fais de la thérapie et en 30 minutes, en discutant avec l'app, j'ai eu des insights que je n'avais pas eu, tu vois, en 15 ans de thérapie. Et je me dis, mais c'est assez impressionnant, tu vois, les résultats. Donc d'un côté, voilà, pour résumer, je suis en même temps hyper optimiste sur ce que ça peut faire. Et en même temps, c'est un tel bouleversement que c'est vrai que tu avances un peu à l'aveugle, je trouve, des fois. Tu sais pas trop où ça va aller, quoi. Déjà, moi, je vais pas donner des choses super personnelles à l'IA, c'est plus par rapport au business. Après, effectivement, oui, mais de toute façon, ces datas-là, tu les donnais déjà à Google avant. Tu vois ce que je veux dire? Après, la forme est différente. On a l'impression que c'est plus sérieux parce que c'est des conversations, tu te confies, etc. Mais bon, tu étais déjà traqué depuis une bonne décennie, voire plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'étais un peu parano pendant pas mal d'années. Les premières années, effectivement, j'évitais de trop. Je me disais, ouais, il faut diversifier, il faut parler à la fois à tel IA, il faut effacer après si je dis des trucs un peu perso, tout ça. Mais ça, c'est très toi. Là, Tu sais, j'appelle mais ça attends, les attends, mecs attends, parce que. Telegram. J'appelle ça les mecs Telegram. Tu sais, moi, Telegram, Ouais, ça m'a ouais. jamais attiré. Enfin, tu vois, ce côté message crypté. Mais c'est pas crypté Telegram, hein. C'est du bullshit, ça, c'est du marketing, hein. Il faut aller sur Signal pour les messages cryptés. Signal, voilà. Alors, excuse-moi, c'est Voilà. Team Signal. C'est encore au-dessus. Excuse-moi. Moi, j'étais même pas passé sur Telegram. Ok, d'accord. Il y a encore un truc. Non, mais j'ai changé d'avis récemment en discutant avec un entrepreneur, Sofiane Hadine. Lui, sa vision, et je l'ai assez rejoint là-dessus, c'est en gros, tu, c'est un peu comme toi par rapport à s'il y a une méga crise et que la bourse se pète la gueule et tombe à zéro, bah, qu'est-ce que tu veux faire au pire? Si on atteint la super intelligence et que l'humanité se fait défoncer par des robots, bon, qu'elles te connaissent ou qu'elles te connaissent pas, tu vas quand même crever, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai sous les yeux, c'est des outils incroyables. Je suis mais sur le cul tous les jours, mais je parle avec l'IA, c'est incroyable. Je trouve qu'on vit dans une époque formidable. Peut-être que dans 5 ans, ça aura basculé en mode dystopie totale, peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, je ne vais pas me préoccuper de ça. Je veux vivre au cœur de l'époque dans laquelle j'ai la chance de vivre. Tu vois. On changera peut-être d'avis plus tard, mais
Ouais, c'est un peu ce truc de, au pire, achète-toi un fusil, quoi. Si tu vas aller à l'extrême survivaliste, tu iras défoncer du robot à coups de fusil à pompe. Mais voilà, il faut vivre aussi dans le présent. Et aujourd'hui aussi, si tu n'utilises pas l'IA, tu te tires une balle dans le pied. Clairement, tes concurrents, ils vont tous l'utiliser. Bon, après, voilà, tu vas pas non plus peut-être parler de choses extrêmement intimes à l'IA. Tu gardes des choses pour toi, t'en parles avec des gens de confiance. Mais pour la résolution de problèmes, c'est juste exceptionnel, c'est époustouflant. Et pour rien au monde, et je le dis, hein, je suis complètement accro à l'IA. J'arrêterai pas demain. Je vais pas te dire, ouais, j'arrête quand je veux. C'est faux. J'arrête pas quand je veux. J'arrête quand les data centers explosent, que l'outil n'est plus disponible. Mais aujourd'hui, je pense que tu n'imagines pas à quel point l'humanité est déjà complètement accro. C'est incroyable. Tu regardes la Gen Z, Gen Alpha, ils sont tous à se confier à ChatGPT comme leur psy, à raconter leurs problèmes, parce qu'il y a de plus en plus de solitude dans le monde. Et les gens se confient, n'ont pas d'humains pour qui se confier, donc ils se confient aux IA. Et de plus en plus, on va faire de l'anthropomorphisme. Les IA vont avoir, tu vois déjà les AI Girlfriend, ces apps où tu peux parler avec un petit ami virtuel. Ça va partir à fond dans la dystopie. Ça, oui. Et on peut imaginer des scénarios, bon, c'est longtemps ça, mais un jour, tu peux être sûr que quand tu pourras acheter une femme robot dopée à l'IA, une bombe atomique, un missile, tu crois que le plouc au fond de sa campagne, aucune femme ne veut de lui, il est moche, il est gros, il a un bide à bière, et tu crois qu'il va essayer de faire des efforts pour se faire aimer d'une femme? Bah non, il va prendre le robot. Au bout d'un moment, je pense que les humains, parce que, en fait, les relations interpersonnelles sont source de beaucoup de tumultes émotionnels. Et on a du mal à cohabiter entre nous. Il faut faire preuve de beaucoup de communication, de compréhension, d'empathie. Et la plupart des gens n'ont pas ces qualités-là. C'est un fait. C'est difficile. Alors que le robot, bah, il va toujours te dire ce que tu veux entendre. Et donc, il va te brosser dans ton ego. L'humain ne peut pas rivaliser avec ce qui arrive. Alors après, ça ne veut pas dire que tout le monde fera ça. Mais la majorité de l'humanité, je pense, oui. Ceux qui ont les moyens, en tout cas, de se payer ce genre de robot. Mais si c'est pas un robot, ce sera une app sur ton téléphone. Et là, tout le monde aura accès à ça. Je dis pas c'est bien ou mal. Hein, c'est juste une observation que je fais. Ça, c'est certain que ça va arriver. Oui. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que le challenge justement pour la nouvelle génération, ça va être d'être, t'es tellement habitué à avoir des réponses directes, avec quelqu'un qui te comprend, qui fait preuve d'empathie, que comment tu gères ensuite derrière des relations humaines qui sont lentes, sont chiantes, sont compliquées. Je pense on est dans une génération, c'est fou parce qu'on aura vécu avant l'IA. Et maintenant qu'il y a l'IA, on se rappellera, je pense, dans 10 ans en arrière, on dira, ah, tu te souviens, quand tu avais un problème, il fallait vraiment réfléchir dessus, tu n'avais pas de source pour te. Tu vois et moi, là où j'ai quand même de l'espoir, c'est qu'on parle de la dystopie, mais sans toutes les technologies, toutes les révolutions comme ça, il y a du bon et du moins bon. Donc, tu m'as parlé de la partie dystopie. Moi, je pense que même en termes, par exemple, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui disait que toutes les entreprises qui profitaient de je ne sais plus comment on appelle ça, de différence d'informations. Donc, tu sais, c'est des entreprises qui en profitent parce qu'elles en savent plus que toi pour te vendre des mauvais produits. Typiquement, une assurance qui va te facturer 50 euros par mois, alors qu'en fait, tu aurais besoin, dans le contrat, tu aurais besoin que de 25 euros par mois. Mais vu que tu ne sais pas lire un contrat d'assurance, bah, tu te fais ken. Là, avec l'IA est capable d'analyser tout ça et de te faire une vraie recommandation. Donc, moi, je trouve ça génial aussi parce que ça veut dire, en termes de business, que ça va être les vrais produits, les bons produits qui gagnent. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pourras plus créer, tu vois, et dans le milieu financier, c'était tellement ça. Je veux dire, les mecs, pourquoi ils allaient voir leur banquier? Parce qu'ils se disaient, ah, bah, c'est l'expert. Mais le jour où tu as une IA, tu te dis, est-ce que mon banquier, les conseils qu'il m'a donné, les produits qu'il m'a conseillés, est-ce qu'ils sont bons? Et que l'IA te dit, bah, regarde, tu as 3% de frais, alors que tu pourrais avoir 0,5 si tu utilisais cet ETF, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je crois qu'il y a plein de choses, et même sur la santé, c'est un truc que j'ai beaucoup creusé, moi aussi, les habitudes pour revenir vivre en meilleure santé, vivre plus longtemps, etc. L'IA, c'est incroyable, parce que tu peux, tu vois, demain, tu vas avoir tes tests sanguins, tu vas pouvoir optimiser tellement de paramètres et tout, que je me dis, ouais, on vit quand même une époque qui est chouette, et si l'IA est bien utilisée, je pense que c'est un outil qui va permettre de décupler plein de choses chouettes, quoi. Je pense qu'une compétence qu'il faut avoir de plus en plus, c'est apprendre à bien parler à l'IA. C'est-à-dire juste bien parler tout court, en fait. C'est comme faire un SOP pour des humains. En fait, savoir structurer une demande, cadrer une problématique, expliquer le contexte avec le maximum de clarté, c'est ce qui va faire la différence entre j'obtiens un résultat bof et j'obtiens quelque chose d'exceptionnel et j'arrive à x10 mon business comme ça. Donc, de plus en plus,
Je pense que c'est important quand on parle à l'IA, faire cet effort de, OK, comment je structure ma demande? Utiliser des frameworks. Moi, par exemple, j'utilise toujours un framework où je commence par assigner le rôle, la mission, ensuite le contexte supplémentaire, ensuite le process avec les étapes à suivre, et enfin, ensuite les règles, les contraintes, et enfin le format de sortie désiré. Tu vois, j'ai ce framework que je suis toujours. Et j'obtiens des résultats bien mieux que je suis juste ah ouais, ChatGPT, là il y a ça, faut faire ça et ça. Ah ouais, en fait il y a ça aussi. Tu vois, là c'est décousu. Forcément, l'IA va avoir plus de mal à te fournir un résultat de qualité. Et aussi, je pense que lire des livres, c'est aussi une très bonne habitude dans le siècle dans lequel on vit, enrichir son vocabulaire pour pouvoir formuler des demandes plus précises, parce que les limites de notre monde sont les limites de notre langage. Et plus tu as un vocabulaire pointu et aiguisé, plus tu vas être capable d'exprimer clairement ce que tu veux à l'IA et d'obtenir des résultats qualitatifs. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la formule, parce que c'est vrai que moi, ce qui a été le game changer pour l'IA, ça a été de parler au micro, c'est-à-dire lui dicter des instructions plutôt que de les écrire, tout simplement parce qu'on a un débit de voix qui est beaucoup plus important que ce qu'on écrit. Et donc, j'étais capable, en fait, quand je lui envoie un message, de lui donner beaucoup plus de contexte plutôt que quand j'écrivais où je lui donnais très peu de contexte. Après, je t'avoue que j'ai pas ce truc de OK, tu es un marketeur, tu sais, le truc où tu donnes le rôle et tout. C'est vrai que moi, j'utilise pas forcément beaucoup ça. Je devrais peut-être, notamment sur des prompts que je vais essayer de. Voilà. Après, j'ai l'impression que même si la première. En fait, si je donne beaucoup de contexte, généralement, la réponse sera quand même très intéressante. Et souvent, après, je vais lui faire des corrections et j'ai l'impression qu'elle sauvegarde un peu les corrections et qu'elle commence à bien me connaître et que aujourd'hui, les résultats sont quand même assez bons. Maintenant, comme tu dis, probablement qu'il va falloir que je crée des sous-dossiers. J'ai vu que ChatGPT, ils avaient créé un peu voilà, une forme de projet. Donc, j'imagine que tu mets des projets en fonction de à qui tu t'adresses, etc. Tu donnes plus d'instructions. Ils sont en train de bosser sur les parties génération d'images aussi. Donc, ça aussi, ça va être un gros truc, hein, génération d'images, de vidéos. Donc, ouais, complètement d'accord avec toi. Et le fait de parler au micro, je trouve que ça améliore aussi le contexte et donc le résultat que tu obtiens. On va passer à la mitraillette de questions. La mitraillette de questions, c'est des petites questions rapides où en gros tu dois juste répondre spontanément sans trop réfléchir et c'est pas grave si c'est pas une réponse parfaite. Donc Romo, est-ce que tu es prêt pour la mitraillette de questions? Je suis prêt. Let's go. Quel est ton livre préféré? Millionaire Mind, c'est celui qui m'a c'est lui qui m'a donné envie en fait de me lancer le défi d'être millionnaire au bout de 10 ans. Donc The De Secret qui? of the Millionaire Mind, T. Harv Eker. Ok. Quel est ton film préféré? Bah ça va être plus facile le film. C'est la comédie musicale Hamilton. Quelle est la chaîne YouTube ou le podcast que tu kiffes le plus en ce moment? Je dirais un Américain qui a commencé un petit peu en même temps que moi et qui parle de bourse, qui s'appelle Joseph Carlson. Ok. Quelle est la citation qui t'a le plus marqué? Tout le travail de James Clear au niveau des habitudes, je trouve qu'il a, à chaque fois qu'il m'envoie des emails, je prends, tu sais, il a une newsletter où je prends beaucoup de screenshots. C'est donc notamment l'auteur de Atomic Habits. Et donc, toute sa réflexion sur les habitudes, sur les standards, etc., ça m'a beaucoup influencé. Mais je ne serais pas capable de t'en sortir une spécifiquement là. Quelles sont tes 3 villes préférées dans le monde? Ouais, je vais citer ma ville natale, le Puy-en-Velay. Je vais citer Grand-B à Maurice, du coup, où j'ai vécu pas mal de temps. Et puis New York, parce que j'y suis allé, c'est une des rares villes où je suis allé 2-3 fois et que j'ai toujours beaucoup aimé. Super. C'est quoi ta musique préférée pour le deep work? Eh ben, écoute, j'ai essayé celle que tu m'as recommandée, mais La psytrance? tu en avais parlé d'une dans un podcast que j'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai une playlist aussi sur Spotify que j'utilise de temps en temps, mais paradoxalement, j'arrive à bosser sans forcément avoir de la musique dans les oreilles. Est-ce qu'il y a une app ou un objet ou un gadget coup de cœur dont tu ne peux plus te passer? Bon, du coup, on peut pas répondre ChatGPT. Bah, tu peux, si c'est vraiment le truc coup de cœur, tu peux. Écoute, non, je vais essayer de donner une petite app qui s'appelait CleanShot X, qui peut être un peu plus intéressant. Je t'en avais parlé, je crois, quand tu m'avais dit les apps indispensables sur Mac. C'est une app qui permet de prendre des Ouais, screenshots. Et vu que je prends des screenshots dans tous les sens, c'est très cool. Mais tu peux ok. aussi faire des GIFs avec. Tu peux aussi enregistrer ton écran. Donc, ça fait une sorte de loom aussi. Très versatile. Tu peux rajouter des petites. Moi, je m'en sers tout le temps, notamment. On a une application. Donc, tu es obligé de mettre des petites indications à ton développeur et tout sur des choses. Donc, CleanShot X, super pratique sur Mac. À quelle heure tu te couches et tu te lèves? Je suis une poule. À 21h, j'ai une alerte sur mon, mon, mon Apple Watch et généralement, je vais me coucher à 21h30 et donc je dors à 22h et je me réveille à 7h le matin.
Qu'est-ce que tu considères comme le meilleur investissement de ta vie? Peut-être cette toute première formation, tu vois, sur le blogging, pas tellement en ce qu'elle m'a appris, mais le fait d'avoir investi en moi-même, ça m'a forcé à derrière me dire: «Bah, tu le mérites et tu dois avoir un retour sur investissement». Donc je pense que le meilleur investissement, c'est toujours pareil, hein, c'est en soi-même et c'est le 1er que tu fais parce que c'est souvent la suite. Une fois que tu vois que ça marche, eh ben, tu continues, tu continues. Et moi, comme je t'avais dit, le déclic, ça a été, ben, ça y est, ça marche pour moi, notamment même au niveau de la séduction, quand j'étais au collège. Et à partir du moment où tu as le déclic et que tu te dis: Je peux m'améliorer, parce qu'en fait, il y a plein de gens sur Terre qui ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent devenir meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Une fois que tu as ce déclic, c'est parti, quoi. Tu vas acheter des bouquins de dev perso, tu vas rentrer dans le truc et tu vas pouvoir t'améliorer tout au long de ta vie, quoi. Est-ce qu'il y a une croyance populaire dans le business que tu trouves bullshit? Je crois que dans le truc que je t'avais donné, tu avais demandé un petit peu à un moment qu'est-ce qui te rend unique en tant qu'entrepreneur. Donc, quelle est ma différence par rapport aux autres entrepreneurs? Et je t'avais cité 3 trucs. Le focus. Donc, moi, je suis un mec où j'aime pas avoir 36 projets en même temps, alors que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont plein de projets. Et je pense que c'est très difficile d'avoir du succès quand tu chasses. Voilà, l'homme qui chasse 3 lapins n'en attrape aucun. Le côté artisan, et je pense que c'est important pour la réussite de kiffer ce qu'on fait, d'avoir un peu les mains dans le truc. Et le côté transparence, c'est un de mes succès. Je pense à beaucoup d'entrepreneurs qui sont qui cachent un peu les chiffres et tout. Moi, j'ai toujours été très transparent sur ce que je donne et je pense que ça aide à créer vachement de confiance. Hmm. D'ailleurs, petite question sur le focus, je me demandais, toi, quand tu es focus comme ça, est-ce que ça te demande de la discipline ou est-ce que des fois tu es quand même tenté par le shiny object ou c'est naturel? Je pense que j'ai des petits trucs de shiny object, mais pas tant que ça. Après, ça s'est fait, hein, ça fait depuis 2012 que je fais ça. Et je pense aussi que je suis dans un domaine où il y a suffisamment de choses passionnantes. Tu vois, chaque entreprise, je trouve ça intéressant, que j'ai pas trop cette tendance. Enfin, tu vois, je me dis pas, enfin, je me dis pas, il faudrait que je lance un autre business. Tu vois, je l'ai très très peu Hmm. cette réflexion, en fait. Si tu perdais ton business du jour au lendemain et que tu n'avais pas le droit de refaire le même, dans quoi tu te lancerais? Tu vois, ça, cette question, je me la pose pas beaucoup, du coup. Ouais, Mais je garde mes compétences ou pas, du coup? Est-ce que ouais, 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 ouais. ouais, peut-être que, alors si du coup je devais vraiment quitter la bourse, peut-être que, soit, pour faire des sous, je pense, assez rapidement, je pense que je ferais du conseil sur YouTube parce que ça reste une des compétences que j'ai beaucoup développées. Je pense que je pourrais aider des gens sur, comment, améliorer leur chaîne. Et voilà le côté, business avec YouTube comme canal principal d'acquisition. Et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est, théâtre, tu vois? Je t'ai cité, Hamilton qui est une comédie musicale et donc c'est un truc, je pense que j'aurais pu faire carrière dedans, tu vois? Si je m'étais lancé à fond. Hmm. Mais voilà, à un moment, il faut faire des choix et à un moment, j'ai choisi plutôt le business en ligne parce que j'aimais bien l'aspect liberté que ça m'octroyait. Mais Ouais. si aujourd'hui, demain, je lâche tout et tu me dis: «Tu repars de zéro, tu fais autre chose», je pense que je me lancerai à fond dans tout ce qui est théâtre, et tout parce que j'aime beaucoup ça. Moi aussi, je pense qu'il y a un univers quantique parallèle où je suis devenu DJ professionnel, compositeur de musique électronique. Tu m'en parles souvent de ça, que c'est une passion, Ouais, ouais. donc en vrai, Bah, j'ai pas le temps parce que c'est tellement chronophage que c'est juste impossible de concilier ça avec le business. Mais bon, j'ai choisi de prendre une branche plutôt qu'une autre, mais je pense que j'aurais pu, ouais. et on sait jamais, ça se trouve dans 10 ans, tu auras de nouveau des branches à choisir et tu partiras peut-être sur, voilà. Complètement. Bah, là, je suis parti sur le SaaS déjà, c'est une bonne branche à prendre. Ouais, déjà, ouais, ouais, carrément. Est-ce que il y a quelque chose que ton entourage trouve bizarre chez toi? Je pense que, bah, tu vois, là, il y a pas longtemps, là, j'ai démarré un régime, et je l'ai appelé, le régime Hitler, parce que What? Tu vas nous faire sauter le podcast là. ouais, je vais faire sauter le podcast. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est, 999. Je sais pas si tu vois l'emoji où tu as Hitler qui fait 999, tu sais, il tape du pied en mode, non, non, non. Ah! Et voilà. Et donc, en gros, c'était un peu pour rire, mais pour l'expliquer aux gens de manière qu'ils comprennent très rapidement. Je suis pas sûr que ça soit la bonne manière de citer ce personnage. Mais en gros, pour comprendre que c'est un régime extrême où, en fait, je traque mes calories et je ne fais aucun dépassement. Alors que par le passé, ce que je faisais, c'est que je commençais un peu à traquer mes calories, mais tu vois, il y avait toujours des journées, il y avait des restos, des machins, des trucs. Donc, il y avait toujours plein d'exceptions qui faisaient que j'arrivais pas à mes résultats. Et en fait, j'ai compris que moi, ma manière de fonctionner, il y a des gens, ils arrivent par exemple à perdre du poids en se disant juste, je vais faire attention. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un Mmh. où il faut que ça soit extrêmement carré, il faut qu'il y ait des règles qui soient posées et que, tu vois, je les respecte à la règle. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai ce fameux truc des défis 30 jours, tu sais, où je fais des croix.
chaque jour que, Ouais, tu vois, le fameux calendrier. le fameux calendrier d'habitude. Et moi, j'ai compris Ouais. que voilà, il y a certains domaines où peut-être que pour beaucoup de gens, c'est extrême, mais en fait, moi, je me plais dans cette espèce d'extrémité et ça me soulage d'avoir un process qui est très, très carré, par exemple, sur la nutrition. Euh, et donc, Ok. oui, clairement, ça, c'est bizarre pour les gens. De quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? C'est une bonne question. Il faudrait que je la pose à ChatGPT parce que je pense que maintenant que j'ai suffisamment discuté avec lui, il Ouais, serait capable de me dire probablement lui il les trucs. saura, ouais, c'est sûr. Il saura mieux te répondre que moi. Je pense encore que, et c'est ce dont je vais bosser cette année, tu vois, c'est que quelque part, il faut pas trop s'attacher tu vois, c'est Antoine BM il y a pas longtemps qui disait j'ai décidé de lancer un high ticket alors que pendant des années j'ai craché sur le high ticket. Ou je connais des mecs par exemple qui pendant des années ont craché sur Dubaï et ensuite ils sont allés à Dubaï, tu vois. Je trouve ça intéressant Hmm. parce que tu te rends compte qu'en fait tu te crées une personnalité en opposition à des trucs et des fois tu sais même plus pourquoi tu détestes ce truc-là, tu vois. Ouais, ouais. Et moi aujourd'hui je me suis construit un peu en mode je suis artisanal, je fais les choses moi-même. Probablement qu'il va falloir que je casse cette croyance et que je commence à créer des process et que, tu vois, pour justement pouvoir sortir de. Donc, on va dire que l'évolution, souvent, par exemple, pendant des années, j'ai dit, je peux pas rentrer en France. La France, il y a trop d'impôts. Je vais me faire défoncer. Ça marchera jamais. Aujourd'hui, je suis rentré en France, tu vois. Et je suis content d'être rentré en France. Hmm. Donc, je crois que le vrai progrès, c'est d'embrasser ces démons, tu vois, et d'aller vers l'endroit où tu pensais jamais aller, le faire et te rendre compte qu'en fait, tu t'es construit tout un univers d'un truc, tu as fait une montagne d'un truc qui en fait n'était pas si terrible que ça. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup eu ça dernièrement, où je m'identifiais beaucoup comme solopreneur, vendeur de formation, et en fait, non, on va tester d'autres trucs. J'aimais pas les humains, ça faisait de l'anxiété sociale. Bah, je vais faire des appels avec les prospects, on défonce les croyances limitantes. C'est comme ça que tu te transformes. Ouais, changer son Ouais. identité et avoir une identité qui est très flexible, arrêter de se définir comme. Moi, le burn-out, on n'a pas eu le temps de creuser, mais ce qui m'a vraiment fait burn-out, que j'ai réalisé après, c'est que je m'identifiais comme le jeune mec qui a du succès sur Internet. Donc, le jour où j'ai coupé mon business et que j'avais plus de succès, je me disais, mais en fait, t'es qui? T'es personne, Hmm. t'es nul, tu vois, tu sers à rien. Alors qu'en réalité, j'ai plein d'identités différentes et comme tu dis, j'ai des identités aussi personnelles qui sont hyper importantes. Il n'y a pas que le business, quoi. Question suivante. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans? Ah, c'est le fameux ne change rien, reste comme tu es. Non, c'est toujours hyper difficile cette question parce que bien sûr, avec le recul, tu te dis toujours, je me serais pas donné les. Enfin, si je m'étais donné les conseils, est-ce que j'aurais retenu la leçon aussi bien que si je l'avais appris? En vrai, le parcours est remarquable et donc, non, non, je suis content d'avoir fait les erreurs parce que j'ai l'impression que tu apprends que quand tu fais des erreurs. Le burn-out, tu vois, un burn-out, une séparation, en fait, c'est terrible mais c'est dans les moments les plus difficiles, les traumatismes même, je dirais, que tu évolues vraiment. En fait, c'est là où tu passes des caps souvent. Et quelque Bien part, il y avait un sûr. mec qui disait, notamment quand tu as 40, 50 ans, tu ne changes plus. C'est impossible de te changer à moins qu'il y ait un trauma. C'est-à-dire que tu as tellement ancré des schémas de pensée et tout, qu'il faut un truc violent et brutal pour que Hmm. tu repartes à zéro. Et c'est horrible de dire ça parce que tu n'as pas envie, tu vois, d'avoir à traverser des périodes difficiles. Mais vu que ça te construit, tu vois, je me dis, mais si j'avais pas vécu ça, si je m'étais donné les conseils avant et que j'ai pas commis les erreurs, est-ce que j'aurais pris de l'avance ou en fait, peut-être pas, tu vois, finalement, parce que j'aurais peut-être pas retenu la leçon, tu vois. Ouais. J'aurais dû commettre les erreurs plus tard et ça aurait été peut-être encore plus grave, je sais pas. En fait, je pense ce que tu peux regretter, c'est d'avoir par exemple perdu 15 ans de ta vie à tourner dans une boucle. Et là, tu t'aurais dit à ton toi, mais réveille-toi, réveille-toi, arrête de refaire les mêmes conneries en boucle, tu vois. Là, je pense que là-dessus, on pourrait avoir des regrets. Et c'est top. Après, tu sais, il y a des trucs, tu vois, je te parle de la nutrition, j'ai l'impression que la nutrition, là, ça y est, je touche enfin du doigt un truc qui fonctionne pour moi, mais ça fait 10 ans que je testais des trucs, ça marchait pas. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a plein de fois où tu tournes en rond parce que tu réalises pas suffisamment que tu rentres dans des schémas, des boucles, et là-dessus, l'IA, je pense, peut beaucoup aider. Après, il y a aussi le truc où si tu galères uniquement pendant 2 mois sur un truc et qu'après tu le résous, t'as pas la même satisfaction que quand tu as galéré pendant 10 ans sur un truc et que ça t'a fait chier et que là, ça y est, tu as enfin un truc qui marche. Putain, t'es content aussi, tu vois. Donc, mais Ouais. oui, je suis d'accord avec toi. Il faut éviter de tourner en rond. Et si tu répètes à chaque fois les mêmes problèmes, c'est qu'il y a un truc plus profond qu'il faut aller creuser, quoi. Question suivante, on arrive à la fin. Quelle a été la meilleure décision que tu as prise sur ces 12 derniers mois? Je vais citer, je pense, le process qu'on a mis en place avec mon développeur sur l'application cette année, parce que je pense qu'avant, en fait, je lui donnais des missions un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, on a un Trello, c'est beaucoup mieux organisé. Et c'est un truc simple où dès que j'ai une idée sur l'appli, je le mets sur le Trello, je prends le screenshot. Avec l'IA, ça me résume une fiche en fait très directe de ce qu'il doit faire. Ensuite, lui, il peut rentrer sur la Ouais. fiche, la valider, on la déplace. En fait, c'est juste un process tellement plus clair
Et du coup, ça me donne une vraie clarté sur comment on avance dans le développement de cette application. Et voilà, ça a été la meilleure décision de mettre en place ce système, alors que je le repoussais avant et qu'avant, j'étais sur un espèce de système beaucoup moins bien foutu, quoi. Ok. Et dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien? Eh bien, écoute, je pense que je vais citer ma femme, ma chérie, j'allais dire ma chérie, mais c'est maintenant ma femme. Donc, on est ensemble depuis 10 ans avec Clémence. Et en vrai, c'est des plaisirs simples et c'est que j'ai retrouvé beaucoup au retour en France, tu vois. Genre vraiment, Hmm. manger ensemble le soir, discuter, se faire un câlin. Putain, le bonheur, j'ai vraiment réalisé que c'était des choses simples, tu vois. Et en fait, Hmm. l'argent, ça va rien changer à ton, tu vois. C'est pas important par rapport à ces trucs-là, mais juste ça te donne la liberté sur tout le reste, tu vois. Mais je pense que le Ouais. cœur, et c'est là où l'IA aura des limites, je pense. Enfin, bon, on verra peut-être plus tard. Mais quand tu as vraiment rencontré une personne avec qui tu as discuté, tu as partagé pendant 10 ans, tu as une telle relation avec elle, c'est tellement sain, c'est tellement beau. Et ouais, c'est vraiment la relation que j'ai avec elle qui, je pense, m'emplit le plus de bonheur et qui me stabilise énormément dans tout ce que je fais à côté. Génial. Et puis enfin, Romain, on te retrouve où? Quel lien on met sous ce podcast? Eh ben, chaîne YouTube, Romain Payet, si vous voulez voir un petit peu la stratégie que je mets en place pour aller battre les ETF sur les actions de qualité. Euh, ouais, c'est mon seul canal, donc focus, focus, focus. Ouais, bon, je sais que tu vas devoir y aller dans quelques minutes. En vrai, il y a plein d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Par exemple, l'expatriation. T'es revenu en France après une longue période d'expatriation. Le SaaS, évidemment, parce que moi j'ai lancé un SaaS, toi t'as lancé un SaaS. On se ferait pas un petit épisode 2 en 2026? Bah, avec grand plaisir. Comme ça, on verra les évolutions en plus tu vois, si on se fait ça dans 6 mois ou un an, on verra pas mal d'évolutions. Et puis, que les gens nous disent un peu dans les commentaires s'ils ont d'autres questions sur les parcours ou c'est des sujets qu'on a. Parce que c'est vrai que là, on est parti un peu voilà, sur le sujet. On a fait, je pense, un bon branchement sur l'IA, sur des trucs, mais s'il y a d'autres sujets qui veulent qu'on aborde, ouais, avec grand plaisir. Et si tu as de la place dans ton planning, moi, c'est un grand plaisir de discuter avec toi en tout cas. Eh ben c'est parti, refaisons un épisode alors. Bon ben Romain, c'était un grand plaisir de t'avoir en tout cas sur la chaîne et j'espère à bientôt. Ouais, merci à toi, Emilio, pour l'invitation. C'était très cool. Alors juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.